On peut y aller parce que les gens sont dispatchés, c'est bien ce que vous m'avez dit, donc c'est formidable. Mais oui, ils sont très clairsemés, mais c'est normal. Hein. À 14h05, là, les gens sont sur la digestion, donc c'est pas toujours évident. Merci d'être avec nous cet après-midi. On va essayer de tonifier tout ça. C'est ce moment, vous savez, magique, mais tout à fait humain, où l'énergie est prise à 30% par notre estomac. Ça s'appelle la digestion. Et c'est une réalité, hein. C'est pas du tout... Non, c'est pas un truc d'écolo qui vous dit... Non, pas du tout, c'est ça. Et donc, à partir de là, eh bien, il y a parfois une certaine somnolence qui n'arrivera pas, car faire la ville ensemble est un sujet donc, qui nous intéresse tous. Il y a intérêt, puisqu'aujourd'hui, on le sait, 50% de la population mondiale est aujourd'hui donc urbaine, 75% à 80%, je pense, aujourd'hui donc en France. Et ben on bouffe à la fois de l'énergie énormément. On le sait que le premier stock d'énergie, on va dire, consommé, c'est la ville. Gaz à effet de serre, bah, aussi, inévitablement, que ce soit les transports, les bâtiments, bien évidemment, le chauffage, l'industrie, ce qu'il y a dans nos assiettes, que sais-je. Alors, pour évidemment faire cette ville ensemble, eh bien, on a besoin d'exemples. On va voir l'exemple de Brest Métropole, qui nous a rejoints. Donc ça va les changer un tout petit peu. Nos amis du Finistère sont là avec des choses très intéressantes. Bien sûr, Bordeaux Métropole avec Anne Vallery qui s'y présente. Et donc pour Bordeaux, il se passe quand même des choses. À partir du moment où on prend la main, si vous voulez, sur les assises nationales, on se dit on les veut, c'est que quand même on essaye, on tente la cohérence d'être un peu exemplaire. C'est ce que l'on va voir. Et puis, nous allons aussi avoir la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par Damien Carême, ici présent, qui est un homme qui est à la fois le maire de Grande-Synthe, une commune qui a décidé que chaque habitant dans un coin du Nord où la biodiversité n'était pas forcément une priorité, allait se trouver, chaque habitant, à moins de 200 mètres d'un lieu où il allait avoir un espace vert. Voilà, alors ce ne sera pas le cœur du truc. Ils ont été d'ailleurs lauréats des villes de la biodiversité depuis déjà un certain temps. Et puis alors aussi, pour faire sens, eh bien, nous avons donc Ariela. Alors Ariela Masbounji, qui est une femme d'abord qui est engagée sur ces problèmes-là. Au départ, c'est une urbaniste, Ariela, qui est inspectrice générale, architecte, urbaniste, inspectrice générale de l'administration du développement durable et responsable de la mission projet urbain auprès, je reprends mon souffle, de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Sur une carte de visite, ça fait déjà la moitié de la carte, mais Ariela, donc, comme vous vous intéressez à ce sujet depuis déjà pas mal de temps, eh bien, je vous en prie, on va peut-être commencer effectivement... Si, je vais peut-être vous poser d'abord une question. Prenez le micro. Ce matin, il s'est dit des choses, mais tout à fait passionnantes. Il y a eu Karine que l'on a vue, moi je suis arrivé un petit peu à la fin malheureusement, et puis après, donc, il y a eu effectivement Gaël Giraud. Qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que là aussi, ça va faire sens par rapport à ce que l'on va dire. Alors, beaucoup de choses. D'abord, un investissement formidable sur la question de la part de l'ensemble des acteurs, des chercheurs, des économistes, prospectivistes et des collectivités locales. Alors, j'ai commencé par un point un petit peu négatif. J'ai eu le sentiment qu'on était un peu hors sol. D'ailleurs, c'est un sentiment qui est très fort depuis 2 jours. Ça fait 2 jours que je suis là. Je ne connais personne. Habituellement, dans les colloques, je connais beaucoup de monde. Il y a des architectes, des urbanistes, des aménageurs. Ils sont très, très absents de ce colloque. Les représentants des collectivités locales, c'est plutôt les spécialistes énergie. Et dans ce qui nous a été présenté, dans les politiques des villes, on n'a jamais vu dans quelle ville on était. C'est-à-dire dans quel territoire, dans quelles ambiances urbaines. Donc ça, c'est une première remarque. Ce qui m'a beaucoup frappé, ça a été le propos de l'économiste, qui nous aide à comprendre que, en fait, le changement d'énergie est le levier d'un changement économique et social. Et ça n'a pas forcément imprimé dans la tête de tout le monde, je pense. Pas du tout. Et je crois que c'est déterminant, ce qu'il nous a raconté. Il nous a dit aussi que l'Europe avait un avenir en la matière. Ce dont je suis parfaitement convaincue. Parce que très souvent, on nous dit « Mais pourquoi vous faites tant d'efforts ?» Ça ne sert à rien, parce que de toute façon, vous comptez pour 1% des émissions de CO2. Moi, je dis, ce n'est pas une raison parce que votre voisin est criminel de l'être aussi. Donc d'abord, on a une exigence d'être vertueux vis-à-vis de notre population. Et la seconde, c'est qu'on a une capacité à vendre un savoir-faire qui est le nôtre. Alors, il a insisté sur 3 points. Pays riches, donc capables d'investir. Encore faut-il que les pays riches décident d'investir dans ce sujet. Il a dit ingénieur, j'étais un peu choquée parce que
Il vous faut aussi des concepteurs urbains, il vous faut beaucoup d'intelligence, il faut des habitants en première ligne. Donc il faut beaucoup d'intelligence pour y arriver. Et troisièmement, on l'avait trouvé ensemble, c'était une population éduquée. Une population éduquée. Donc en fait, on est très armé pour ça. Et la prospectiviste nous a alertés sur la faible mobilisation des Français. Effectivement, c'est une chose qu'on observe de façon générale moins en urbanisme pour travailler sur l'Europe. Je sais à quel point les Français sont top-down. Ils attendent tout du pouvoir, tout. Alors, ce n'est pas aux élus qui sont ici que j'apprendrai que quand il y a le moins de problèmes, c'est votre faute. C'est pour l'élu, de toute façon. Alors que dans les pays voisins, il y a une prise de pouvoir des habitants. Et par exemple, les Allemands ne comprennent même pas le terme écoquartier. Quand on va à Fribourg, ils nous disent « mais c'est quoi écoquartier ?» Nous, on a fabriqué ces quartiers. Ce sont les associations d'habitants qui l'ont fait pour consommer moins d'énergie et vivre autrement. Et le maire écologiste a suivi. Donc voilà, je crois qu'on attend de... Ça vient, par exemple, à Bordeaux. Ce que vous avez fait avec Darwin, c'est formidable, parce que vous avez accueilli des initiatives et vous les avez encouragées. Donc, on attend en France plus cette attitude de la part des élus qui est très courante à Nantes, par exemple. Nantes est une ville qui accueille des initiatives. Je pense que c'est le cas de Bordeaux. Et sans doute, les élus sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui à cet accueil d'initiatives qui sera indispensable pour mieux faire la ville demain. Oui, vous l'avez très bien pointé, Ariella, parce que ça, c'est une grande différence entre les pays anglo-saxons et protestants. C'est-à-dire que les gens n'attendent pas du tout forcément tout de l'État. Nous, on a été peut-être biberonnés à ça beaucoup trop. Donc, il y a une crotte de chien sur le trottoir. Hop, il faut que ce soit l'élu. Non, c'est-à-dire qu'on a effectivement ce qu'on appelle les communautarismes au sens du terme, parce que maintenant, ces mots-là, c'est comme les mots de valeur. Dès qu'on dit ça, hop, tout le monde monte au créneau. Pas du tout. C'est-à-dire que les gens s'organisent à leur échelle, qu'elle soit donc collective, mais même au niveau d'un village. Ils s'organisent complètement autrement. Les Autrichiens s'organisent autrement, les Allemands s'organisent autrement. Et ils ne sont pas effectivement sur cette attente-là. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle le bottom-up, comme on dit en français. Donc effectivement, hop, ça commence à remonter, et non pas effectivement le top-down, où ça descend. Donc là, c'est un changement vraiment culturel extrêmement fort. Je vous en prie, Ariella, effectivement, vous avez quelques images à nous présenter. Après, vous reviendrez, parce que vous êtes le grand témoin, la grande témoin de cette table qui est presque ronde. Presque ronde, parce qu'en général, c'est le politburo, vous savez, donc c'est toujours comme ça, pas du tout. Et donc, dites-nous effectivement pourquoi vous pensez que l'énergie doit entrer à part entière dans la manière donc, de penser la ville, on va dire, à toutes les échelles. Alors, ça va fonctionner. Oui. Est-ce que vous avez le son J'ai l'impression que j'ai pas le son. Si, bon. Nos amis sont formidables. Alors moi j'ai appelé ça l'énergie au projet urbain et une occasion en fait de revoir les modèles urbains et j'y reviendrai. Donc j'ai très peu de temps. Je vais vous passer des images très vite pour vous dire que le monde de l'urbanisme, le monde de l'architecture s'est emparé du sujet et en fait un sujet de créativité, un objet de créativité. Alors d'abord sur le bâtiment, et il faut saluer les effets du Grenelle de l'environnement qui s'est traduit par des obligations de faire des bâtiments vertueux. Les promoteurs au début nous avaient dit il n'en est pas question, on n'y arrivera jamais, mais comme c'est la norme, ils s'y sont faits et ça a été l'occasion de développer des nouveaux bâtiments, des bâtiments beaucoup plus vertueux. Je montre ici quelques projets sans les présenter qui ont fait l'objet des premiers prix du concours EDF bas carbone, mais je montre celui-ci que je trouve très très intéressant, qui est en fait un bâtiment qui produit de l'énergie avec des algues en façade. On voit que les architectes s'intéressent énormément à la question et essayent de voir comment la peau des bâtiments peut fabriquer de l'énergie, ce qui a un impact sur l'esthétique architecturale et urbaine, et je l'évoquerai tout à l'heure. C'est un sujet dont on ne parle pas assez. Je connais par exemple des architectes des bâtiments de France qui interdisent dans le sud de la France l'utilisation de panneaux solaires parce que c'est très vilain. Or, on n'a jamais dit que les cheminées étaient belles, mais les cheminées sont utiles et les architectes en ont fait un sujet d'architecture. Donc en fait, aujourd'hui, l'énergie est un sujet d'architecture et on va apprendre à aimer l'expression architecturale des économies d'énergie et de la production d'énergie. Alors ici, on a un bâtiment producteur d'énergie à Grenoble. Et je voulais dire un mot là-dessus parce que ce matin, ça a été évoqué, par exemple, à l'occasion du Canto de Vaud. En France, on voulait rendre obligatoire
les bâtiments producteurs d'énergie. Moi, j'y suis personnellement très opposée. Pourquoi? Parce que je pense que le juste effort est indispensable et dépenser une fortune pour gagner très très peu en énergie produite et réduire très très peu le CO2, c'est de l'argent mal dépensé qu'il vaut mieux dépenser sur le bâtiment existant, qui en a bien plus besoin avec un impact beaucoup plus grand. Mais je pense par contre, et un mot là-dessus, que pour la visibilité de l'action, c'est important. Et un des problèmes du travail sur le bâtiment et le quartier durable, c'est que ça ne se voit pas. Un élu ne sait pas le vendre à ses habitants, à ses électeurs, puisque ça ne se voit pas. Comment faire pour que cette action soit visible et sensible, à la fois pour les élus et pour les habitants? Alors on voit aussi apparaître des nouvelles peaux, et c'est un enrichissement de l'architecture. À gauche, vous avez un exemple à Shanghai, à droite, Masdar, la fausse ville nouvelle d'Abu Dhabi, dont ne s'est réalisé qu'un petit bout. Mais on voit aussi que la peau du bâtiment, qui doit produire de l'énergie et protéger le bâtiment, nous fait échapper au crépi habituel épouvantable de l'architecture de ces dernières années. Donc c'est encore une fois une occasion d'une nouvelle qualité architecturale. Alors, il y a aussi des jeunes architectes qui se passionnent pour la question et qui, par exemple, à Madrid, ont inventé un espace public durable. Espace public avec il y a 5 arbres technologiques dans ce quartier de Madrid. Madrid, c'est un climat tropical et donc ces arbres technologiques sont couverts de photovoltaïque, produisent de l'énergie et cette énergie permet d'utiliser des brumisateurs. Et cette énergie est vendue à la société d'électricité et ça permet de gérer l'espace public qui est un lieu de fête. Donc on voit aussi ici cette force de créativité des concepteurs qui prennent le sujet à la fois dans ses dimensions je dirais, écologiques, mais ses dimensions économiques. C'est un sujet économique puisqu'on arrive à faire vivre l'espace public à partir de cette dimension. Et alors, un mot sur l'espace public. Dans toutes les normes françaises, si vous faites un espace public bioclimatique et de qualité, ça ne vous apporte aucun point dans la qualité de votre production, ce qui est très dommage. Ici, un autre exemple. Alors, pardonnez-moi, que dans les années 70-75, nos architectes de l'époque, nos penseurs de l'époque, avaient tout pigé sur le côté bioclimatique. C'est-à-dire qu'on y était déjà, c'était déjà ça. Absolument. Alors le bioclimatique, ça a été la grande époque du bioclimatique, c'était les années 70. Oui. Et on avait redécouvert les techniques traditionnelles des villes. Par exemple, quand vous êtes à Gênes, vous n'avez pas chaud en été à cause de l'orientation des rues, de la hauteur, etc. etc. Et tout ceci, on l'avait redécouvert dans les années 70. Mais avec l'énergie abondante et pas chère, on a oublié le bioclimatique. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, l'énergie est devenue très, très technique. Moi, c'est un peu ce qui me choque. Moi, personnellement, je ne suis pas une spécialiste de l'énergie. Mais il y a du bon sens à mettre dans la production architecturale et urbaine pour éviter des créations dispendieuses en termes de dépenses d'énergie et en termes de production de CO2. Et ceci avec du simple bon sens et en redécouvrant le savoir-faire ancestral des villes. C'est une chose qui a été assez peu évoquée. Ces 2 jours, on a beaucoup parlé de techniques très avancées, et ça n'est pas que technique, les nouvelles énergies. Alors ici, un exemple qui est très intéressant et qui me permet de passer un peu plus vers l'urbain, sortir du bâtiment. Donc c'est une ancienne halle ferroviaire transformée par Françoise-Hélène Jourda, qui est notre architecte française très très mobilisée sur la question du développement durable. Et donc ça a été transformé en auberge de jeunesse. C'est une petite merveille. C'est une centrale solaire en fait qui sert l'ensemble du quartier. C'est une petite opération urbaine qui est faite essentiellement d'équipements publics au service d'un quartier en très très grosse difficulté. Et ici, on a réussi une performance incroyable qu'on ne réussit pas dans la plupart des opérations, c'est-à-dire que la production d'énergie de cette centrale solaire dessert le quartier. Et ça, c'est essentiel, parce que de fait, aujourd'hui, on met l'accent sur les nouveaux bâtiments, sur les nouvelles opérations. C'est un petit peu comme si vous aviez une maison, la ville ce serait la maison, donc une maison en très très mauvais état où vous auriez une baignoire en or massif. C'est à peu près ce que nous faisons. C'est-à-dire que la ville existante, on ne s'en occupe
très peu. On a vu ce matin des dispositifs pour agir sur la ville existante et on met le paquet sur les nouveaux quartiers. Alors comment ces nouveaux quartiers peuvent servir l'environnement? C'est ce qui se produit sur la Alpajol. Alors on a plein d'obstacles, notamment administratifs, de territoire, et je pense que les élus qui sont ici connaissent extrêmement bien ce problème de la difficulté de mutualiser. Donc moi, mon objectif dans cette présentation est de vous amener de l'objet au quartier, du quartier à la ville et aux grands territoires et aux utopies urbaines. Alors, sur les quartiers, on a regardé Grenoble en particulier, qui a été une ville très très efficace en matière de production d'énergie, d'économie d'énergie, de développement de mobilité douce, et ça a été le premier prix éco-quartier, la caserne de Bonne, conçue par Christian de Villers, comme il a conçu ici le quartier Ginko. Et donc, d'abord, l'essentiel à dire, c'est que quand on veut faire un quartier durable, la localisation est plus importante que tous les dispositifs techniques, puisque là, on est en cœur de ville, on utilise les transports en commun, on ne circule pas en voiture, et on fait vivre les commerces du quartier. Donc voici ce quartier qui réutilise partiellement une caserne et qui a joué au maximum tous les dispositifs donc possibles d'énergie renouvelable, d'économie d'énergie. Ils ont bénéficié du programme Concerto. Et là, un mot sur l'évaluation, puisque ce quartier a été évalué. Et Grenoble a très honnêtement fait connaître l'évaluation, qui était évidemment pas aussi bonne que ce qui était espéré au départ. Ils l'ont dit. Et il y a eu un article du Monde qui a démoli la caserne Bonne en disant « échec de la caserne Bonne ». Ça, c'est très français. Ce matin, la prospectiviste nous disait avec raison « expérimenter ». Mais le problème en France, c'est que quand on expérimente et quand on fait savoir que l'expérimentation n'a pas marché à 100%, on se prend des coups, donc c'est impossible. Je veux dire, personne ne peut expérimenter si on ne prend pas le risque de l'échec. Or, ce qui est intéressant à Grenoble... C'est pareil dans le système scolaire. C'est-à-dire qu'un gamin, pardonnez-moi cette incise, mais un gamin aux États-Unis peut avoir tous les défauts de la Terre, mais n'empêche qu'en matière d'éducation, un môme qui a 6 sur 20, on va lui dire, écoute, ok, ça tu ne l'as pas compris, ça tu ne l'as pas compris, ça tu ne l'as pas compris, mais ça... c'est déjà acquis, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Ce qui veut dire qu'il y a une manière de regarder les choses, et chez nous c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'échec, alors que pourtant on apprend tous de nos erreurs les uns les autres dans nos vies privées. Donc. Et ce qui est intéressant, c'est que là on retrouve une question essentielle qui est le comportement des habitants, et ce qui nous a été dit ce matin aussi, c'est-à-dire quand on leur fabrique des bâtiments qui sont plus économes et ils consomment plus. Donc la leçon qu'en a tiré Grenoble, c'est qu'il fallait mettre à disposition de ces quartiers et de l'ensemble de la ville des personnes qui allaient aider les habitants à utiliser l'autopartage, à recharger la voiture avec l'électricité de la maison, à mieux utiliser tous les dispositifs. Donc d'un coup, s'est introduit le savoir-faire sur les modes de vie. On l'a vu hier également sur Ginko, c'est clair que les habitants ne trient pas les ordures comme ils devraient le faire. Et on n'a pas affaire à 100% de militants dans les nouveaux quartiers ou même dans les villes. Donc ce travail sur les comportements est essentiel. Alors beaucoup d'autres exemples sont à l'œuvre en France. Ici nous sommes à Rouen, où est utilisée la géothermie et on voit l'impact important sur le quartier, puisque le quartier maintenant est sillonné de canaux dont on voit il y a une esthétique urbaine qui apparaît avec l'énergie comme sujet du projet. Ici, on fait un saut pour aller à Casablanca. L'architecte Bernard Echen, avec Franck Boutet, spécialiste de l'énergie, ont inventé donc une sorte de ville nouvelle sur l'ancien aéroport très connu à cause du film Casablanca. Et ils ont travaillé sur un sujet qui doit être le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire l'écologie du Sud, la chaleur, l'ombre. Et pas uniquement avec des dispositifs techniques, mais en travaillant très intimement sur la question de l'ombre, qui va être un sujet énorme pour nous, parce que le Sud, ça va peut-être monter bientôt jusqu'à Paris, le Sud. La question de la chaleur va être plus importante que la question du froid. Alors évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de montrer le quartier exemplaire qu'on a tous été voir en Suède, à Marby, d'un immense quartier qui a été conçu donc autour de plans d'eau, et où le tri sélectif est extrêmement développé. Et sur place, il y a une chaufferie qui transforme donc les déchets en énergie et qui s'est redistribuée par des réseaux de chaleur. Donc c'est sûr que la Suède est très très en avance sur nous sur ce type de projet, et également d'économie circulaire d'une certaine façon. Par contre, moi j'insiste, l'écologie du Sud est parfois plus intéressante que celle du Nord. Il faut savoir qu'en Suède, il n'y a pas un seul logement social dans ce quartier. Les gens pauvres habitent
très loin de la ville, et donc c'est un quartier de gens très riches. Alors, ce dessin de Franck Boutet, pour dire l'avenir de l'évolution de ces quartiers durables et de ces bâtiments durables, c'est la mutualisation. Comment est-ce qu'on capte les énergies fatales pour les redistribuer dans les réseaux de chaleur? Comment on solidarise les nouveaux quartiers avec les anciens quartiers avec les nouveaux quartiers? Parce qu'il faut une sorte de bourse de durabilité pour que la ville soit efficace sur le plan de l'énergie et sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. De fait, la ville, si on prend 100, elle est faite essentiellement de stock. Donc le flux du nouveau quartier, ça fait 1%. Si on améliore 10% du flux, on aura agi pour 1 pour 1000 de la ville. Donc ce qui importe, c'est en effet d'agir sur le stock, et ça je pense que les villes et les territoires en ont fortement conscience, mais on n'a pas encore trouvé les moyens d'y parvenir. Ce qui veut dire que nous devons travailler à très grande échelle. Je vous montre très rapidement un projet de milliers d'hectares qui est le plateau de Saclay, qui est conçu par un grand paysagiste, Michel Desvignes, l'établissement public du plateau de Saclay, et où va être mis en place un dispositif de chaud et de froid pour desservir l'ensemble de ces milliers d'hectares. Donc on voit déjà qu'on commence à changer d'échelle, ce qui est essentiel. Sur Nantes... Juste pardonnez-moi, la faiblesse de cette OIN sur le plateau de Saclay, c'est les transports. Parce qu'ils ont beau dire tout ce que l'on veut, actuellement, on est encore un peu assujetti à la voiture. Mais pour le reste, oui, c'est bien pensé. Alors, j'aurais pas dû, pardon. J'ai acheté un froid, là. Je n'ai pas très bien entendu. Non, mais c'est pas grave. J'émettais juste une réserve sur Saclay, mais c'était uniquement au niveau des transports. Voilà, c'était tout. Ils n'ont pas bien... Au niveau des transports, oui. Avec le Grand Paris, on va y arriver tout de même. Juste sur l'estuaire de la Loire, demain vous aurez ici la maire de Nantes, présidente de l'agglomération. C'est une agglomération exemplaire au niveau durable et au niveau de la qualité architecturale, culturelle, etc. À l'instar de Bordeaux et d'autres villes, bien sûr. Je veux dire, aujourd'hui, les agglomérations sont vraiment en première ligne sur l'action urbaine et durable. Et sur l'estuaire de la Loire, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on est sur 100 hectares. Sur 100 km de long. L'estuaire fonctionne comme une métropole, et la réflexion justement sur les éoliennes en mer et sur les nouvelles sources d'énergie est à intégrer dans ce travail très puissant qui a été fait sur l'art contemporain, sur la culture, sur la qualité urbaine. Mais on est au début d'une histoire. Et c'est à cette échelle que se traitent les territoires. Alors je voulais finir par quelques utopies, juste pour vous montrer que les urbanistes rêvent la ville de demain, et que même si utopie en français, ça veut dire souvent irréaliste, les utopies, ça vous donne envie de faire et ça vous donne une vision, comme ça a été évoqué ce matin, la vision c'est essentiel. Alors quelques petites propositions qui ont été faites dans le cadre de la consultation du Grand Paris. Ici, l'équipe de Richard Rogers, grand architecte anglais, qui imagine un dispositif donc de polycentralité autour de Paris, et il imagine donc ces réseaux qui partent de Paris et qui vont vers la périphérie avec des pôles de centralité, bon, qui est quand même le modèle qu'on pense tous aujourd'hui. Surtout, il imagine un dispositif où on va chercher les énergies nouvelles là où elles sont. C'est-à-dire que là où elles sont, ça peut être plusieurs choses, ça peut être en même temps le solaire, l'éolien, le géothermique, la biomasse, etc. Ceci pour dire que l'énergie, c'est extrêmement contextuel. Il n'y a pas une façon de faire, ça dépend où on est. Et donc, il imagine ces sortes de batteries urbaines qui vont être autonomes, produire de l'énergie, qui vont être des lieux de concentration autour des pôles de transport, des lieux de concentration à la fois d'activités, d'équipements, de logements. Donc c'est à la fois une utopie, mais c'est tout à fait, à mon avis, réaliste. Une autre proposition qui a été faite par l'équipe Descartes, c'était d'augmenter la forêt autour du Grand Paris. C'est d'ailleurs une décision qui avait été annoncée par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, quand il a capitalisé cette consultation. Donc l'idée, c'était d'augmenter la biomasse, donc de fournir de l'énergie, mais surtout, ils avaient travaillé avec Météo France, on réduisait de 2% la température du Grand Paris, ce qui n'est pas inutile. Alors, autre petit exemple qui personnellement m'avait beaucoup séduit, c'est un travail qui a été fait par un grand architecte urbaniste espagnol. Il avait pensé l'ensemble de la Catalogne comme une ville à la demande du président de l'agglomération. Et les énergies douces étaient le moyen de rendre la Catalogne autonome au niveau énergétique, et aussi de produire des éléments
de repérage. Donc vous voyez ici, c'est-à-dire qu'à tous les croisements d'autoroutes, vous aviez du photovoltaïque ou d'autres énergies, et donc vous abritiez des services, des équipements, et vous fabriquiez aussi des éléments artistiques qui sont les repères du paysage. Et je termine avec une sorte de rêve proposé par l'équipe Omar M. Colas, néerlandais, très grand architecte, qui a aussi une équipe de chercheurs qui s'appelle AMO. On ne s'y retrouve pas toujours. Donc d'abord, il avait commencé par imaginer que les Pays-Bas pouvaient devenir autonomes avec une collection bien sûr d'éoliennes, hein, vu le climat. Et il a dépassé cette notion pour ensuite s'adresser à la totalité de l'Europe en distinguant les zones selon la dominante d'énergie renouvelable correspondant au climat. Par exemple, évidemment, l'Espagne, c'est le solaire, la Grande-Bretagne, c'est l'éolien, etc. Et après, il a développé son réseau intégrant presque le reste du monde, mais en tout cas l'Afrique du Nord. Et ce qui est passionnant, c'est qu'ils ont imaginé une sorte de réseau d'échange, parce qu'évidemment, on ne sait pas stocker les énergies renouvelables pour l'instant. Donc du coup, vu qu'on a un réseau presque mondial, enfin pas mondial, l'Europe et l'Afrique du Nord, mais alors on peut compenser quand on n'est pas producteur d'énergie. Alors juste une parenthèse sur cette question du stockage de l'énergie sur lequel j'avais envie de dire un mot, avec l'accord de Denis Chessou, c'est qu'en France, on est relativement frileux, on sait que c'est difficile, ça coûte cher, on ne sait pas stocker l'énergie, et on regarde les Allemands avec beaucoup d'ironie, parce qu'effectivement, ils dépensent beaucoup d'argent pour faire des énergies renouvelables, ça coûte surtout aux habitants, c'est vrai, tout ça est vrai. Sauf que l'Allemagne progresse, et comme dans ce sujet comme dans d'autres, avec pragmatisme. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir travaillé très longtemps sur les rues piétonnes. Au moment où en France, on se posait des questions sur les impacts des rues piétonnes, les Allemands en faisaient. Ils ont fait beaucoup de bêtises. Ils ont fabriqué des rues piétonnes qui étaient de véritables centres commerciaux. Et ils en ont tiré des leçons. Et puis, ils ont rectifié le tir progressivement. Pendant ce temps-là, nous, on faisait des groupes de recherche. Et puis, le jour où on a commencé à faire des rues piétonnes, par exemple à Rouen, on a fait un centre commercial. Et pendant ce temps-là, les Allemands avaient déjà progressé. Alors aujourd'hui, quand même, on n'est pas très très loin de savoir comment stocker les énergies renouvelables. En tout cas, pour les voitures électriques, on a fait des progrès énormes. Ça ne veut pas dire que pour le reste, on ne le fera pas. Donc le jour où on saura stocker les énergies renouvelables, l'Allemagne est la reine du monde et elle s'exporte partout. Et nous, on est dans le ricanement. Et on est en train de les railler. Donc c'est un appel pour qu'on soit peut-être plus pragmatique et plus proche du modèle allemand. Et je pense que c'est... Ah oui, alors juste quelques images pour faire rêver, oui, produites par Oma. Et je termine avec ça. Voici les paysages qui sont fabriqués par ces nouvelles énergies dans le monde, telles que l'imagine l'équipe Oma. Et voilà, bien sûr, ma dernière image. Et que bien sûr que l'énergie, c'est les infrastructures, c'est la technique, mais c'est beaucoup les comportements, et il faudra qu'on y revienne. Et si vous me permettez juste encore un mot, j'ai parlé de revoir les modèles urbains. En France, le modèle urbain dominant, c'est celui de l'étalement urbain. Et malgré toutes les politiques publiques, on n'arrive pas à lutter contre ça. Et c'est quand même ce modèle urbain qui est le plus dispendieux en matière à la fois de production de CO2 et d'énergie, et on est loin de le remettre en cause, parce qu'on n'a pas trouvé la logique économique qui le remette en cause. Et pourquoi ? Parce que les lotisseurs continuent à gagner beaucoup d'argent, il n'y a aucun souci. Bien sûr, ensuite, c'est les élus qui vont souffrir, ainsi que les habitants. Ils vont tirer des tuyaux, ils n'ont plus les moyens de tirer des tuyaux derrière, et le rêve de la maison individuelle a évidemment un tout petit peu ses limites. On la comprend très bien, ça sert aussi de caisse de retraite d'ailleurs à nos agriculteurs, parce que lorsqu'ils ont un bout de terrain agricole, ça vaut pas, enfin si ça commence à coûter cher, mais si c'est du terrain effectivement à viabiliser, là c'est extraordinaire. Non, c'est complexe. Mais en tout cas, c'est bien parce que vous avez fait bien rêver, Anne, c'est juste après, chère Ariela Masbounji. Alors, je tiens aussi à vous renvoyer à cet ouvrage que vous avez écrit, parce que là, vraiment, l'énergie au cœur du projet urbain, je ne sais pas si la caméra peut le shooter merveilleusement, donc l'énergie au cœur du projet urbain. Nous sommes aux éditions du Moniteur, ce qui ne va pas vous surprendre totalement, donc voilà, donc nous avons cela. Et voilà, et donc vous avez fait ce travail, en général on dit toujours exemplaire.
C'est ce qu'il faut dire toujours. Non, mais c'est vrai que ça l'est. Et en tout cas, ça nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Ce qui nous fait beaucoup de bien, c'est d'être à Bordeaux, d'apprécier la ville, et puis aussi de l'apprécier parce que des choses, ça ne vous a pas complètement échappé, ont été faites. Autant Bordeaux était une ville pendant des années qui stagnait tout à fait gentiment. Eh ben non, maintenant, depuis des années, il faut bien le dire, effectivement, grâce à votre premier magistrat, Anne Valeric, vous-même et toute votre équipe, ça a un tout petit peu bougé de physionomie. Et on est drôlement bien. Je ne dis pas ça parce que vous nous invitez, mais parce que c'est une réalité. Vous êtes la vice-présidente de Bordeaux Métropole, qui est née donc il n'y a pas longtemps. Avant, c'était la Cube. Maintenant, on oublie la Cube. On est à Bordeaux Métropole. Vous êtes en charge, alors aussi bien je dirais, à la mairie que chez Bordeaux Métropole, du développement durable, soutenable, ce serait le bon mot, enfin développement durable, la politique écologique, énergétique, réseau d'eau, réseau de chaleur, bon, donc énormément de choses. Et bah oui, le fameux facteur 4, on essaie d'y arriver. Alors petite parenthèse quand même, en ce qui concerne ce fameux facteur 4. Laurence Tubianal l'a dit, actuellement, on vous dit qu'il faut limiter à 2 degrés. Ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que les 2 degrés, nous, on va les connaître. On sait déjà, et c'est pas pour autant qu'on est défaitistes, mais la réalité, j'en ai parlé encore avec Jean Jouzel au petit déjeuner donc hier, c'est qu'on va dépasser, nous, notre génération, peut effectivement dépasser les fameux 2 degrés. Donc il s'agit bien de politique d'adaptation. Je disais hier que notre rôle, qui d'ailleurs est peut-être très enthousiasmant, c'est en même temps de limiter la casse et aussi de créer de nouvelles conditions pour nos enfants, petits-enfants, au-delà des mandatures qui peuvent être de 5 ans, de 6 ans, etc. Mais c'est ça, c'est-à-dire que si vous entendez 2 degrés, ne le croyez plus. Ne le croyez plus, parce que ce sera plus 2 degrés. 2 degrés, de toute façon, on est obligé de les atteindre à cause de l'inertie qui existe. Faut-il baisser les bras? Je vous le disais, non. Alors, Anne Valeric, là, vous êtes avec un plan local d'urbanisme donc en cours d'adoption. Et c'est vrai que les actions sont de plus en plus urgentes. Et en même temps, vous êtes sur un moment crucial aujourd'hui pour les métropoles. Oui, alors pour rebondir ce que vous disiez, Denis, il est urgent d'agir et c'est vrai que quand on écoutait hier notre ami Jean Jouzel, on est d'autant plus conscient et j'aurais envie de reprendre à mon compte les propos de Ban Ki-moon qu'il a prononcés en septembre dernier à New York. Nous n'avons pas de solution B puisque nous n'avons malheureusement qu'une planète. Donc on est conscient qu'il y a urgence à agir certainement d'ailleurs dans le cadre de la préparation de la COP 21 bien avant l'échéance de du post-Kyoto, qui ne démarre qu'à 2020. Et donc j'espère qu'on aura un accord non seulement contraignant, mais avec des actions et des engagements des 195 parties à très court terme et dès 2015. Alors à l'échelle de Bordeaux Métropole, bien sûr qu'on essaye de faire beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup de choses et d'ailleurs je m'inscris en faux contre cette fameuse phrase qui dit du global au local. J'ai jamais été d'accord avec ça. Je pense que c'est à la fois d'ailleurs dans la logique que vous indiquiez tout à l'heure, bottom-up ou l'inverse, remonter ou descendre. Je pense qu'on est dans les deux sens, que les acteurs locaux ont capacité à expérimenter, à innover des solutions, à les généraliser sur le terrain et nous avons intérêt à ce qu'il y ait aussi venant d'en haut évidemment, des directives, des cadres d'action, une stratégie volontariste, ambitieuse et claire. Donc c'est vraiment la réunion et la conjugaison des deux qui me semblent importantes. Quelles sont maintenant donc, effectivement les prérogatives que vous avez supplémentaires avec cette métropolisation? Alors la métropolisation au sens de l'application de la loi sur l'affirmation des métropoles rentrée en vigueur, je le rappelle, depuis le 27 janvier 2014, avec le nom et le statut de métropole prise depuis quelques jours, le 1er janvier 2015. Ça fait tout simplement, pour résumer, par rapport au débat qui nous préoccupe ici aux Assises de l'énergie, que les métropoles deviennent des acteurs à part entière et des acteurs majeurs dans le domaine de la transition énergétique sur leur territoire, puisque nous avons une capacité maintenant entière, une compétence entière à créer, à gérer, à maintenir les réseaux de chaleur et de froid. Nous avons la compétence dans la distribution de gaz et d'électricité, la gestion, enfin des concessions, etc. Nous avons des compétences à côté d'autres acteurs sur la maîtrise de la demande d'énergie, sur la lutte contre la précarité énergétique, une compétence transférée sur l'air, avec d'ailleurs dans le projet de loi pour la transition énergétique, pour la croissance verte, la notion d'air qui devient partie intégrante des futurs plans climat, énergie, air, territoire,
territoriale, de même que l'intégration de l'économie circulaire. Donc tout un tas de nouvelles compétences transformées à la métropole, et très honnêtement, ça me semble être une excellente chose. C'est plus cohérent car possible, vous hein. parliez, Madame, de territoire de projet, on l'a Oui. vu ce matin au travers de quelques exemples et hier, il est évident qu'on est à une meilleure échelle en s'inscrivant dans la métropole qu'à l'échelle d'une commune. Et je rajoute que souvent, en fonction de la nature des projets, nous avons des échelles qui sont beaucoup plus vastes. On parlait du PLU, nous sommes nous aussi dans la révision, la phase nous sommes en train de terminer la révision du nouveau PLU, qui est un PLU 3.1, c'est-à-dire qu'il inscrit à la fois la problématique de l'urbanisme, de l'habitat avec le PLH, des déplacements urbains avec le PDU, et il tient compte évidemment du PCET, le plan climat-énergie territorial, et qu'il y a eu de nombreuses concertations pour que les grandes orientations de la politique de transition énergétique soient partie prenante de ce futur PLU, nouvelle version. Anne-Valérie, j'aurais dû commencer aussi par là. Combien de communes aujourd'hui, combien d'habitants, juste de chiffres pour la Alors, métropole? Oui, bien sûr, pardon pour nos amis qui ne sont non, pas abandonnés. C'est moi qui aurais dû vous le... Voilà. Alors, la métropole de Bordeaux, c'est donc 28 communes, voilà. C'est 750 000 habitants. Bientôt 800 000, on se reproduit à Bordeaux. Voilà, et pour la commune centre, donc la ville de Bordeaux, 250 000 habitants. La particularité, c'est que Bordeaux, depuis quelques années, grâce au projet de transformation urbaine, a profondément changé et que nous avons retrouvé une attractivité sur tous les plans, démographiques, économiques également. Et donc, dans ce contexte-là, comment nous mettons la transition énergétique au cœur un petit peu de la politique de requalification, d'aménagement urbain durable, par les instruments qui ont été cités, que j'ai rappelés, qui vont être développés par mes collègues ou maires qui vont s'exprimer avec moi, donc ce sont les mêmes. L'importance de la planification énergétique. Je rejoins vos propos, Madame. Notre credo, c'est la bonne énergie au bon endroit. Et par exemple, si je fais le parallèle avec tout ce que vous avez montré sur Bordeaux, aujourd'hui, ce qui va nous permettre de faire un saut tant qualitatif que quantitatif dans les objectifs de notre plan climat et le recours aux énergies renouvelables, c'est par exemple le développement des nouveaux réseaux de chaleur qui vont s'opérer dans les quelques mois qui viennent. Un réseau de chaleur qui va permettre de desservir tout le nouveau quartier Saint-Jean-Belsier, enfin les opérations d'aménagement urbain en lien avec l'arrivée de la LGV. Dans le cadre de Bordeaux et pardonnez-moi Anne, est-ce que l'on peut à la fois coupler réseau de chaleur, on va dire, sur de l'ancien et sur du nouveau? Est-ce qu'on peut... Alors justement, ce qu'on a eu à cœur, c'est de voir, vous savez que pour qu'un réseau de chaleur soit économiquement viable et qu'il ait toutes les caractéristiques auxquelles nous tenons sur un plan écologique, environnemental et de prix de sortie pour l'usager, évidemment, il faut qu'il y ait une certaine densité. Oui. Et donc, quand on fait ce qui est notre cas, on a la chance d'avoir du foncier et de grandes opérations d'aménagement urbain, des écoquartiers, etc. On essaye de coupler, évidemment, la création d'un nouveau réseau de chaleur avec de l'habitat déjà dense qui est autour, évidemment. Deuxième chose, c'est qu'on essaye, et je rejoins vos propos là aussi, la transition énergétique, pour nous, c'est une opportunité, c'est une source d'innovation, de nouvelles valeurs ajoutées, beaucoup d'innovations, par exemple, dans les réseaux de chaleur et de froid. On a rajouté la dimension froid. On y met beaucoup d'intelligence. L'intelligence que vous appeliez de vos voeux, il est évident qu'on travaille ensemble, on doit fortement mobiliser, on doit fortement intégrer toutes les innovations technologiques, le couplage du numérique, évidemment, avec l'énergie, de façon à pouvoir agir aussi sur la maîtrise de la consommation et de la demande en énergie, de pouvoir agir aussi sur des systèmes de régulation en temps réel, bien entendu. Pour rejoindre toujours les propos de Madame, nous avons une action, et on l'a même inscrit dans le cahier des charges de nos appels d'offres, des délégations de services publics, c'est les actions qui seront engagées par les opérateurs, les délégataires, sur cette maîtrise de la consommation d'énergie et sur l'incitation à changer les gestes et les habitudes des usagers. Voilà. Comme vous disiez, on est forcément dans des situations sur les nouveaux
quartiers avec des constructions à basse consommation, voire des bâtiments BEPOS. Il y a un peu d'éducation à faire là-dessus. Oui. Voilà, et donc il faut évidemment ne pas gaspiller l'énergie, faire la chasse au gaspillage, et donc on soit dans des comportements totalement vertueux. Et en même temps, et ça c'est pas pour vous Anne-Frédérique, mais d'une manière générale, il faut aussi se méfier un petit peu des excellentes idées d'ingénieurs qui se disent, écoutez, après les usagers n'auront effectivement qu'à appliquer ce qu'on a fait. S'ils ne s'emparent pas de ce qu'ont fait les ingénieurs, c'est qu'il y a un vrai problème. Et ça, on l'a vu. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des endroits où on va vous dire, vous allez vivre dans un thermos. Bon, très bien. Alors, effectivement, avec toutes les aérations, toutes les VMC numériques dans tous les sens que vous voulez, donc ça, parfait. Mais à part que les gens ne les utilisent pas forcément. Ouvrir sa fenêtre, on en a aussi envie. Donc, faisons aussi attention à cela, parce que trop de techniques, parce qu'on est quand même, tout à l'heure, Ariella l'a très bien pointé, on est beaucoup sur l'énergie, sur un problème technique. La technique ne rend pas forcément désirable les choses pour les gens. Je parle du commun des mortels et pas forcément les habitués que vous êtes. Donc faisons aussi attention gentiment à cela. Alors il y a aussi ça c'est intéressant parce que c'est de l'avenir. C'est pas ça sort pas encore 1 kWh, mais projet d'hydrolienne dans la Garonne, donc d'utiliser tous les courants nécessaires. J'ai vu que aussi Orléans faisait, vous avez un petit peu imité donc tout à fait récemment, donc projet d'hydrolienne. Et tout ceci nous donne quand même. Alors là c'est intéressant et c'est de voir aussi les limites de l'action publique, ce qui est normal. Vous avez fait un 3e bilan carbone pour la ville. Qu'est-ce que ça donne en fait? Alors, des choses extrêmement encourageantes et puis aussi la nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs. On voit tout de suite des choses intéressantes dans des résultats. C'est vrai que, par exemple, à l'échelle de la ville de Bordeaux, qui a aussi son plan climat-énergie territorial, on a fait, par exemple, 30% d'économie d'énergie sur la consommation des seuls bâtiments publics. De 2009 à 2014, hein, donc ça a été assez vite en 5 ans. Hein. Très, très rapidement. Et nous avons même relevé le niveau d'ambition. Alain Juppé y a tenu beaucoup de la ville, puisque nous avons un objectif de 50% de réduction à l'horizon fin 2016, c'est-à-dire au terme de notre 2e plan d'action. Par exemple, sur l'éclairage public, on a fait 21% et notre objectif est maintenant moins 30%. Donc la ville fait déjà énormément de choses en matière d'énergie renouvelable, en dehors des grands projets que nous avons et qui vont devenir des réalités demain, puisque les appels d'offres sur les réseaux de chaleur sont lancés. En dehors d'autres projets qu'on y a aussi sur l'injection du biogaz dans le réseau de gaz également. En dehors de tout cela, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je vous en prie, reprenez. J'en suis désolée, je ne sais plus où j'en étais. Non, mais c'est moi qui... voilà, je sais plus. Oui, le poids, oui, c'est ça. On a beau faire plein de choses. 3,6, je vais vous aider. Voilà. 3,6% des gaz à émissions à effet de serre, c'est ce que représente le travail que vous avez effectué sur 650 habitants. Pour répondre à votre question, nous avons baissé les émissions de gaz à effet de serre pour ce qui est de la gestion du patrimoine de la ville ou de la gestion de ses services et de ses modes de fonctionnement, mais on ne représente en effet que 3,6% des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. D'où la nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, ça va bien entendu des acteurs économiques, on les oublie un peu trop souvent, je trouve. Ici à Bordeaux, on les a largement mobilisés, d'ailleurs ils sont très présents et je les salue aux Assises de l'énergie, où ils ont tous énormément développé des innovations sur tous les plans. Nous avons fédéré un club d'entreprises signataires de la Charte climat-énergie de Bordeaux, alors c'était à l'échelle de la ville. Maintenant, nous sommes dans le cadre de la métropolisation. La première chose que nous allons faire dans les semaines qui viennent, c'est métropoliser, donner une dimension métropolitaine à ce pôle d'entreprise. Ces entreprises, le noyau dur, ce sont des entreprises particulièrement innovantes et engagées. Et donc, notre dispositif fait des petits. Elles vont entraîner ces entreprises, elles entraînent avec elles d'autres entreprises. Et là, on crée un cercle vertueux. Et aussi on crée des projets à géométrie variable entre les acteurs économiques eux-mêmes. C'est la première chose. Deuxième petit exemple, pour arriver à nos fins, il faut qu'on ait des ambassadeurs auprès de tous les publics, de tous les milieux. Donc je vous donne un exemple, on a créé il y a quelques années l'Académie Climat-Énergie. À l'échelle de la ville, c'était une mobilisation de 10% des agents municipaux, par exemple, qui sont des gens qui ont été formés, qui sont équipés, et au travers de cette Académie Climat-Énergie, qui ont vocation de former et d'aller dans tous les bâtiments municipaux. Je vous disais tout à l'heure, on a 650 à 700 bâtiments. On a les écoles, les centres socio-éducatifs, les musées, les gymnases, etc. Donc 350 agents sentinelles. Voilà, sentinelles qui vont aussi dans les écoles. Autre exemple, à l'échelle de Bordeaux Métropole, où nous avons les juniors du développement
développement durable, c'est plus de 10 000 enfants, 10 000 gamins qui sont formés chaque année, qui sont accompagnés, les établissements qui sont aidés en liaison évidemment avec l'Académie de Bordeaux. Nous avons bien sûr notre maison éco-citoyenne, Denis, que vous connaissez. Sur les quais de la Garonne. Voilà, dont la responsable est au premier rang et qui fait là aussi un exercice énorme de sensibilisation, vulgarisation et mise à disposition de façon de tout ce qui peut se faire, co-construction, de façon à donner envie de passer à l'acte à tous. Alors oui, c'est parce qu'il y a aussi... Sans compter toutes les associations extrêmement actives à Bordeaux. Complètement, non, mais ça marche très bien. Bon, tous les circuits courts, on ne va pas y revenir. Les mots d'économie circulaire, qui n'est jamais que du bon sens, que connaissaient nos grands-parents, ça y est, maintenant, on en a plein la bouche, donc c'est formidable. Donc on boucle les cycles, et tant mieux, c'est formidable, l'économie circulaire. Ça casse évidemment notre économie linéaire qui ressemblait un peu à n'importe quoi, sauf effectivement à faire fructifier les déchets dans tous les sens. Simplement, quelles sont aujourd'hui, je dirais, les faiblesses que vous pointez quand même aujourd'hui? Parce que là c'est vrai qu'on se dit c'est pas mal. Alain Juppé était juste un mois ministre de l'écologie et les résultats sont bons, hein, donc voilà. Mais non, mais qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui, si vous voulez, sur quoi vous avez vraiment envie d'insister? C'est l'entraînement avec la population, c'est ce que vous dites, parce que vous arrivez à certains seuils, c'est ce que vous faites. Vous allez pouvoir encore améliorer, mais oui, il faut encore améliorer. Évidemment, on a beaucoup à faire. Donc là, on va continuer cette mobilisation. Je pense que c'est le gage de la réussite. Dans le cadre de la métropolisation, on a aussi à cœur de travailler évidemment sur ces questions avec l'ensemble des 28 communes. C'est le niveau absolument essentiel. La deuxième chose que nous allons engager dans les semaines et les mois à venir, et d'ailleurs on l'inaugure au travers de ces assises, ce sont des dispositifs complémentaires, innovants, avec un guichet unique et un accompagnement personnalisé sur la rénovation énergétique du bâti. C'est quand même un point absolument fondamental. Vous faites votre choc de simplification locale. Oui, voilà. Ah oui, donc il faut à la fois simplifier. On s'inscrit aussi dans un cadre d'un programme européen Infinité qui va nous permettre aussi d'essayer de trouver des solutions innovantes de financement. Et nous faisons partie d'un consortium de 9 agglomérations européennes qui réfléchissent à ces questions. Et puis, je dirais que nous sommes extrêmement en attente de ce qui va sortir de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, hein, qui arrive en discussion le 10 février prochain au Sénat. Et donc, on verra aussi, parce que entre ce qu'il y a dans la loi, qui me semble dans plein de domaines tout à fait intéressants, qu'est-ce qui peut arriver je m'interroge un peu sur les moyens qui seront mis en œuvre et ce qui sera retenu par les lois de finances, et je m'interroge sur la capacité des collectivités territoriales que nous sommes, qui sont des acteurs majeurs de la transition énergétique et dont les moyens ont été très sévèrement raccourcis, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire, c'est certain. C'est donc de savoir effectivement si c'est Bercy qui a la plume sur donc ce projet. Si on n'en a pas fait ce matin, donc Marie Zarditi a bien pointé aussi les amendements là qui étaient en train de se discuter aujourd'hui et demain, entre autres sur les habitations de 1948 ou 48, je crois, en dessous. Donc qu'est-ce qui va être, on va dire, plus ou moins obligatoire, coercitif? On n'aime pas ce mot-là en France, mais il y a un moment, sinon on n'avance pas. Donc c'est jamais très simple. En tout cas, un grand merci à vous, Anne Valric. Un petit tour dans le Finistère. Allez, avec vous, Sylvie Mingan, et avec vous, Alain Masson. Bien sûr, prenez le micro. Connaissez-vous Brest? Connaissez-vous la rue de Siam? Connaissez-vous la mer d'Iroise, qui est superbe? Connaissez-vous le pont de Recouvrance, un chanteur qui s'appelle Miosek? Ça vous va comme présentation? Très rapide, hein, très rapide. Hein, je pourrais faire mieux que ça. Et en tout cas, c'est une ville qui se bouge déjà depuis très longtemps. Nous sommes avec 215 000 habitants, 8 communes pour donc ce Brest Métropole. Alain Masson, vous êtes le premier vice-président de Brest Métropole. Bon, pour vous, la métropolisation, ça pose aucun problème, parce que vous y étiez déjà. Enfin, quasiment, à cette échelle-là, vous va très bien. Oui, nous avions déjà anticipé parce que on est intégré au niveau des 8 communes depuis de très nombreuses années. Et que donc le décret de passage en métropole a été juste une formalité. Alors, on est quand même une anomalie parce qu'on n'a pas les 400 000 habitants, comme vous avez indiqué, mais on a défendu, d'une part, un territoire qui est important. Enfin, la métropole est relativement importante pour notre territoire à l'ouest complet de l'Europe, et surtout on a des fonctions métropolitaines qui vont au-delà des problématiques des 400 000 habitants. Donc c'est ça qui est un peu
fait valoir que nous sommes rentrés rapidement dans ce projet de métropolisation. Alors les grands axes, on va dire politiques, parce qu'après on va les voir donc détailler avec vous, Sylvie Mingan, mais de ce que vous avez voulu faire donc à Brest. Alors ce qu'on veut faire à Brest, d'une part, c'est essayer de poursuivre le travail engagé depuis déjà de nombreux mandats, et en particulier donc ce qui a été un petit peu le révélateur d'un nouveau bond en avant, si je puis m'exprimer, c'est le travail qui a été fait sur le plan climat. Puisque ce travail a mis en mouvement, d'une part, les collectivités, mais aussi les habitants, etc. Et quand on a eu à discuter du PLU I, parce que nous, on a un PLU I depuis déjà... Parce que tous les intercommunal. Interco, voilà. D'accord, pardonnez-moi. Oui, donc on a un PLU... Ça fait pluie avec un E, c'est la Bretagne, c'est formidable. Oui, ça nous va très bien, même si on a aussi des problèmes de sécheresse. Mais bon, ça c'est à part. Donc le PLU I, c'est un document qui est depuis déjà très longtemps dans notre besace. Et donc le plan climat nous a amené à s'interroger, parce que comme on travaillait sur le transport, on travaillait sur l'habitat. Donc le PLUI, on l'a transformé en PLUI facteur 4, en intégrant donc bien sûr le PLUI, le plan de déplacement, le plan local de l'habitat, et puis le plan climat. Donc tout ça pour essayer d'avoir une démarche commune et d'essayer de fédérer et de faire en sorte qu'il y ait des cibles et des visions à long terme. Donc à la fois, on va dire cohérence, après calendrier, c'est ce que l'on répète très souvent, si vous dites aux gens, on va y arriver, enfin, non pas côté rasé gratis, mais si vous donnez des échéances au fur et à mesure, et donc un calendrier, vous le savez les uns les autres, c'est toujours extrêmement porteur, parce qu'après vous avez les effets cliquets, où en général vous ne retombez pas en dessous de la première marche. J'aurais juste pointé une petite chose. Ça c'est drôlement bien, parce qu'il y a eu quelques villes aussi comme ça qui y pensent. C'est le transport par câble. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait ? Non, soyez pas, c'est bien. Oui, non, mais si, parce qu'à chaque fois que j'interviens, donc on me parle du téléphérique. Donc, oui, mais on n'en a pas 50. C'est très bien. Donc, notre problématique, c'est qu'on a hérité d'un 15 hectares en centre-ville, qui était, dont la défense nationale était l'usager principal jusqu'aux années 2000. Et on a une rivière la Pinfeld, donc qui sépare la ville en deux, la rive droite et la rive gauche. Et le quartier donc qu'on a hérité sur la rive droite et la rue de Siam, comme vous l'avez nommé tout à l'heure, est sur la rive gauche, et c'est l'axe majeur, disons, du centre-ville. Donc un fil, c'est là que ça se passe, un téléphérique horizontal. Voilà. Plutôt que de faire un pont qui est relativement cher, une passerelle c'était compliqué parce qu'il y a quand même 400 mètres à parcourir. Donc on s'est inspiré de ce qui se passait un petit peu à la montagne. On s'est dit peut-être qu'un téléphérique ça serait intéressant. Alors c'est un dossier qui est avancé assez vite, pour la bonne raison, c'est qu'on a un seul propriétaire en dessous, c'est la marine. Ça aide. Donc on n'a pas eu de problème de survol au niveau des habitants. Et puis donc c'est un projet qui a été et qui va permettre des économies très intéressantes quand même. Et qui démarre à l'été prochain, au niveau travaux et livraison à l'été 2016. Parce que l'on sent bien, de toute façon, dans vos propos, c'est quand même d'essayer de mettre tout ce petit monde-là en cohérence. C'était votre boulot, là-dessus. Et après, donc, une mise en œuvre avec un exemple que l'on va voir, avec des exemples que l'on va voir dans quelques instants avec Sylvie. Oui, notre problématique, parce que bon, je ne l'ai pas indiqué au début, mais pour ceux qui connaissent Brest ou qui l'ont... la ville de Brest a été rasée à 85%. A été bombardée, absolument. Donc à la sortie de 1945, donc il est resté à peu près 15%. Ce qui fait qu'on a, nous, sur notre patrimoine, un patrimoine qui est de la reconstruction, c'est-à-dire un patrimoine des années 50 à 75 pour plus de 50%. Donc des passeports thermiques, quoi. Alors on a des problèmes, bien sûr, thermiques, des problèmes phoniques, des problèmes d'accessibilité, enfin on a la totale. Tout. Sauf que c'est du patrimoine classé, donc on a la BF qui suit de près ce qui se passe. Ah oui, d'accord, donc on est obligé. C'est moche, c'est des passeports thermiques, ça fait du bruit, mais c'est classé quand même. Et donc on doit le garder, donc on est actuellement en travail avec les amis de la BF. Oui. Les amis de la BF pour essayer de faire en sorte que la rénovation du patrimoine, donc qui est pour beaucoup en copropriété, soit possible en augmentant le nombre de niveaux. Parce que Brest, c'est à peu près des R+4, R+5.
Si on veut amener du neuf sur ces bâtiments, il faut augmenter le nombre de niveaux, donc de 1 ou 2 niveaux, pour pouvoir faire tous les travaux. Donc c'est une bagarre assez intéressante avec nos amis tout à fait, de l'ADF. ministère de la Culture, effectivement, et vous, voilà. C'est très bien. Mais ça fait partie des joies des élus. Sans compter que si on parle de la Bretagne, pas spécialement de Brest Métropole, c'est donc une région avec 4 départements, puisqu'on n'a pas réussi à vous fourguer la Loire-Atlantique, et pourtant vous êtes des Bretons bretonnants, donc elle l'aimerait bien. Aujourd'hui, c'est de mémoire 8% de production électrique, je parle d'électricité seulement, et évidemment consommation 100%. Donc ils n'ont pas voulu de plug-off, qu'est-ce que je vous dis, moi c'est comme ça, vous n'avez pas voulu à l'époque. Non, mais tout ça, ça veut dire que derrière, il y a eu aussi des économies d'énergie, et ça on l'a pris en compte bien avant sur votre territoire. On était obligé de le faire pour éviter les blackouts. Oui, tout à fait. Non, la région a initié un grand programme au niveau des territoires avec 2 actions. La première action, c'est faire des économies, que ce soit au niveau des collectivités ou des particuliers, et aussi développer les énergies renouvelables, et en particulier donc l'énergie solaire, parce qu'on a quand même du soleil, j'insiste, et aussi toutes les énergies du vent. Et puis maintenant, on se lance aussi sur l'énergie marine, que ce soit au niveau des éoliennes flottantes ou hydroliennes, et puis les hydroliennes. Donc on essaye effectivement de passer d'un territoire faiblement productif à un territoire qui pourrait être un peu plus tourné vers l'exportation. Alors ça ne relève pas de votre juridiction, mais c'est toujours assez marrant. Je tiens à le pointer là ici quand même dans ces assises de l'énergie. Aujourd'hui dans notre merveilleuse péréquation qui n'est pas inintéressante avec la CSPE, donc encaissée par EDF, vous avez donc les îles. Et donc, les fameuses îles, si on pointe sur Ouessant, Molène, l'île de Sein, et aussi d'ailleurs la Corse, elle en fait partie, puis aussi nos dom-tom, etc., la majorité de ces îles fonctionnent au fioul, ce qui est une hérésie totale. Vous prenez l'exemple de l'île de Sein, 425 000 litres de fioul consommés. Pour 100 habitants. Alors aujourd'hui, il y a une petite guerre qui est très intéressante entre des Gaulois qui souhaiteraient donc passer aux énergies renouvelables, ce qui est parfaitement possible dans ce coin-là. Autant ça n'est pas possible dans tout l'ensemble du territoire, nous le savons les uns les autres avec pragmatisme. Là, c'est tout à fait possible. Et il y a un blocage, qu'on le veuille ou non, de la part d'EDF sur la notion du réseau, qui ne veulent pas lâcher ce que l'on comprend, puisque c'est donc la rente d'EDF. C'est pas une critique, je fais un constat là-dessus. Je n'oublie pas le boulot qu'a fait EDF pendant des années pour permettre à la France d'exister, qui est partenaire de cette manifestation, mais peu importe. Sur l'île de Sein, par exemple, vous avez ce cas-là qui est extrêmement troublant. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ah oui, mais alors il est franchement urgent d'attendre. Donc voilà, donc la Bretagne est confrontée à ça, et là vous avez des citoyens qui essayent sur cette île d'1 km² à 2 mètres de hauteur simplement. Donc ils savent que les premiers à avoir les effets du réchauffement climatique, ce sont eux. 2 mètres de hauteur, vous imaginez ce que ça fait effectivement dans 20 ans. On a écouté ce que disait Jean Jouzel, c'est pas très très simple du tout. Donc un droit à l'expérimentation pourrait être nécessaire, actuellement discuté au Sénat, on verra ce que ça donne. Sylvie Mingan, donc je vous en prie, parce que vous êtes responsable énergie métropole, parlez-nous de cette boucle énergétique, on a envie d'avoir des exemples, on y va. Là, on va territorialiser un petit peu tout ce qu'on a dit avant, et là, on va être très concret. Donc, effectivement, on va travailler autour du plateau des Capucins. Donc, c'est effectivement ce dont vous a parlé Alain Masson tout à l'heure. Donc, c'est une emprise anciennement de la Défense, donc en plein cœur de la métropole, donc aussi un site emblématique pour la ville de Brest. Et donc, un petit peu avec une forme un petit peu de presqu'île finalement sur cette rivière de Limpenfeld. Et donc qui a un programme assez ambitieux de 100 000 m², ambitieux à notre échelle, de petite métropole évidemment, donc avec de l'habitat sur le plateau, en mixité avec l'économie, des bureaux à rez-de-chaussée, bureaux tertiaires, commerce, services, et puis sur l'atelier que vous voyez en premier plan, donc c'est l'ancien atelier de l'Arsenal de Brest en fait, donc en réhabilitation, donc on conserve uniquement les murs et l'ensemble des toitures menuiseries sont refaites. Donc, et va accueillir un pôle culturel avec médiathèque, cinéma, événementiel. Donc, on a parlé effectivement de l'accessibilité de cet écoquartier également. Donc, d'une part avec le tram en haut du plateau et le téléphérique urbain qui va permettre de faire cette passerelle d'une rive à l'autre. Mais au-delà de cela, donc le plateau des Capucins, donc vous le voyez sur le petit schéma, vous le reconnaissez avec ces ateliers, se situe en bordure d'un quartier historique, le quartier de Recouvrance.
donc qui est actuellement en opération de renouvellement urbain depuis 2011 et donc est en continuité jusqu'en 2020. Donc il faut faire cette liaison entre un nouveau quartier et ce renouvellement urbain. Et au-delà, sur la rive droite de Brest, le long du tracé du tramway qui a été mis en service en 2012, il y a des cessions de terrain et des mutations en fait liées à ce réaménagement urbain. Donc dans ce cadre-là également, une grande salle événementielle a été mise en service en octobre 2014, qui est la Brest Arena. Et enfin, on a aussi des opportunités sur cette zone avec l'extension massive du réseau de chaleur de Brest. Le réseau de chaleur est visualisé ici en rouge, donc il fait aujourd'hui 25 km. Et donc le schéma directeur du réseau de chaleur de Brest vise à augmenter de 20 km d'ici 2018, en créant notamment une nouvelle branche sur la rive droite de Brest, avec 16 km. Donc on franchit l'Appinfeld, et donc tous les éléments que vous voyez en vert mauve sont les différentes phases d'extension. Donc tous ces nouvelles constructions ou nouveaux aménagements sur la rive droite vont générer des nouveaux besoins en fait, et faire une zone énergétiquement sensible. Donc il va falloir essayer de compenser en fait les nouveaux besoins énergétiques, et notamment visualisés par les Capucins, parce que les Capucins, donc petite presqu'île, on est sensibilisé à la question électrique effectivement en Bretagne, et la ligne électrique qui doit alimenter les Capucins, dessert déjà Recouvrance d'ailleurs, est limitée en capacité. Donc ERDF nous dit qu'il faut retirer une nouvelle ligne électrique, donc de 5 km. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir tirer ces 5 km de ligne électrique, vous avez dit non, ça ne va pas être possible, on ne peut pas continuer comme ça, enfin, ça va pas tenir. On s'est mis la contrainte tout seul, on s'est dit on va essayer de faire autrement. Et donc c'est là qu'on s'est dit on va essayer de travailler tout le long de cette ligne électrique existante pour travailler sur des économies d'énergie, notamment électrique, des reports, des conversions d'énergie, du développement des énergies renouvelables, pour essayer de donner un peu plus de capacité en bout de ligne. Donc c'est le fil directeur de notre projet. Et donc ça a donné lieu à la boucle énergétique locale Brest-Rive Droite, donc qui concerne tout le territoire de la rive droite de Brest. Donc avec, en fait, le fil directeur, c'est l'intégration des réseaux d'énergie au cœur de l'aménagement urbain. Vous avez sur ce schéma 4 zones principales en jaune. Donc vous avez les Capucins, dont on vous a parlé. En dessous, l'opération de renouvellement de Recouvrance. Et à l'autre extrémité, vous avez la Fontaine Margot, qui vise à construire 1650 logements. Et également autour de Brest Arena, qui se situe un petit peu au milieu, au bord de notre ligne électrique visualisée en bleu. Donc sur ces différents plans d'aménagement, on va se servir de nos outils opérateurs. Et là, le travail partenarial est très important. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir ces compétences urbanisme et énergie depuis fort longtemps. On est autorité organisatrice de la distribution d'électricité, de gaz, réseau de chaleur depuis 1995. Donc nos opérateurs ont l'habitude et connaissent la politique énergétique de la collectivité. Par exemple, le chauffage électrique par rapport au réseau de chaleur, l'orientation de la collectivité, elle est claire, elle est connue de tous, et l'objectif commun est partagé. Donc dans ce cadre-là, en fait, la collectivité va être amenée à faire des arbitrages collectifs. Donc on va dire l'usage de l'électricité va être dédié à l'électricité spécifique, aux usages qui ne peuvent être produits que par l'électricité. Par contre, pour le chauffage, on va privilégier du chauffage à eau chaude. Donc ça donne, par exemple, sur la Fontaine Margot, qui est à l'extrême ouest, donc une orientation, comme on ne pouvait pas poursuivre l'extension du réseau de chaleur pour des problèmes de densité dont on a parlé tout à l'heure, on s'est dit on va miser en fait sur des énergies renouvelables solaires, thermiques, bois, avec de l'appoint gaz. Donc c'est des prescriptions qui sont intégrées dans les cahiers des charges des promoteurs, et c'est là où nos acteurs de l'aménagement sont vraiment des relais très importants. On parle souvent de citoyens relais, mais ces professionnels qui sont en lien direct avec nos opérateurs de promotion immobilière sont nos premiers alliés en fait pour ces messages-là. Sinon, donc, nous avons travaillé avec les différents opérateurs. Sur le réseau de chaleur, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec Dalkia ? Je ne sais pas, parce qu'on fait déjà 16 km sur la rive droite. Bon, on fait ce qu'on peut. Mais du coup, on s'est dit, il y a encore une optimisation possible, puisque dans cette extension, vous voyez tout en bas la ligne rouge, on va desservir la base navale. La base navale, c'est essentiellement des bâtiments tertiaires industriels. Le lundi matin, ils vont générer des appels de puissance importants, qu'on couvre par des appoints fossiles, puisque le réseau est à 85% en énergie renouvelable, mais ne peut pas satisfaire ces appels de grosses pointes. Donc du coup, on dit comment on fait pour limiter ces appels de puissance ? Et on a déjà un site en amont qui fait ce phénomène-là, c'est l'université.
Et là-haut, donc vous voyez tout en haut, on a appelé UBO, c'est l'Université de Bretagne occidentale. On a réalisé l'étude de faisabilité d'un stockage d'énergie thermique sur le réseau de chaleur qui permet en fait d'être chargé, c'est 1000 m3 en fait, par de la chaleur du réseau de chaleur, avec issu de l'incinération des ordures ménagères quand il n'y a pas beaucoup de besoins. Et donc le lundi matin, ce ballon va se décharger en priorité au lieu de mettre en fonctionnement les chaufferies d'appoint. Donc là, on est vraiment sur un démonstrateur et de l'innovation, parce qu'en fait, ça n'existe pas sur des branches décentralisées de réseau. Donc Dalkia est très moteur, et donc l'université partage aussi évidemment ses objectifs. Donc on a eu aussi tous les feux verts du fonds chaleur, donc c'est des choses qu'on va mettre en place opérationnellement. Sur les réseaux intelligents, donc sur les Capucins, on a réussi à intégrer la question du photovoltaïque, ce qui est quand même pas évident, parce qu'avec le marasme dû au moratoire, la baisse des tarifs tous les trimestres, etc., il n'y a aucune visibilité sur la question. Alors cela dit, actuellement, donc, les amendements qui sont en train de passer sur le solaire, on en a aussi parlé donc, samedi sur France Inter, il y a eu de tels effets d'aubaine sur le solaire où ça a été du grand n'importe quoi, il faut quand même le dire. Bon. En même temps, n'importe quelle énergie nouvelle a besoin d'être subventionnée, ça on l'entend très bien. Après tout, le nucléaire, on l'a payé aussi plein pot, donc les uns et les autres, on est peut-être très contents aujourd'hui, mais on l'a quand même payé aussi, donc on l'a subventionné. Ça c'est logique, mais il fallait aussi calmer le jeu. Mais ce dont vous avez besoin, c'est quand même d'un minimum de visibilité. Voilà, c'est ça. Bon, alors là, en l'occurrence, en plus, il y a aussi les architectes bâtiments de France qui s'en mêlent, puisque c'est un atelier historique, donc il fallait réussir à intégrer les panneaux solaires en toiture. Donc une fois que ça s'était fait, on a profité aussi d'une aubaine d'un appel à projet de l'ADEME pour répondre avec du photovoltaïque en autoconsommation et avec injection de 10% d'électricité produite sur le programme voisin qui est un cinéma. Donc attendez, principalement, c'est donc de l'autoconsommation, c'est ça? À 90% sur le programme des espaces publics de la collectivité, et on injecte 10% sur le cinéma voisin. Okay. Voilà. Donc, autre chose, donc, il y a les volets principaux de maîtrise de la demande en énergie. Alors là, c'est diffus sur le territoire, donc il n'y a pas une action particulière qui vous est mise. Mais par exemple, toutes les actions de communication autour de Tinergie, qui est notre plateforme de rénovation énergétique de l'habitat, donc on a axé beaucoup de sensibilisation et de communication autour de ça. Par exemple, l'opération qu'on a menée conjointement avec GRDF pour faire une thermographie par drone, c'était au début 2013, donc les drones, c'était pas comme maintenant où il y en a au-dessus des centrales nucléaires. Donc là, on faisait passer un drone, et donc ça a beaucoup plu en fait, et il y a eu beaucoup d'adhésion des propriétaires de maisons. Donc on peut avoir développé des opérations avec deux opérateurs sur un objectif partagé, même si chacun a son objectif derrière la tête. Nous, évidemment, c'était sur un secteur au chauffage électrique. Donc, nous, on a une problématique électrique. On veut diminuer les consommations. Évidemment, GRDF avait la potentialité de proposer des solutions de substitution de chauffage électrique en chauffage au gaz. Donc voilà, on n'a pas une énergie, c'est tout blanc, tout noir. Chaque énergie a sa place, mais au bon endroit, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc pour continuer en fait à l'horizon 2015, c'est capitaliser un peu tout ce qu'on a fait et puis continuer évidemment sur cette route-là en élargissant le périmètre. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que la boucle énergétique locale, c'est la région Bretagne qui nous a permis de la construire, puisque c'est un appel à projet de la région pour aider les territoires à optimiser énergétiquement leur territoire. Voilà. Donc la suite, c'est élargir le périmètre au-delà de la rive droite. Donc on a fait émerger plein d'idées, plein de catalogues d'idées avec nos différents partenaires. On a rencontré aussi des partenaires locaux. L'hôpital qui borde la rive droite en haut et puis la base navale en bas partage ses objectifs également et serait prêt à faire des opérations conjointes, notamment en termes de sensibilisation, mobilisation aussi, avec du comarquage pour essayer de mettre en avant une vision commune en fait pour toutes les actions énergie qui pourraient être générées par ces gros utilisateurs et gros consommateurs. Donc plus largement, du coup, on s'inscrit, on est candidat donc à l'appel à projet territoire énergie positive pour la croissance verte. Donc avec l'idée, on met bien en avant qu'on est un territoire urbain. On ne se fait pas d'illusions, nos territoires énergie positive. On ne pourra pas couvrir nos consommations par de l'énergie renouvelable. Mais donc du coup, on va au moins essayer de compenser tous nos nouveaux besoins
donc par des diminutions par ailleurs ou d'énergie renouvelable. Voilà. Et puis vous travaillez aussi donc avec le SCOT, donc ces schémas de cohérence territoriaux, parce que Bretagne Métropole, on le disait, donc c'est 215 000 habitants. Le SCOT, ça va être 400 000 habitants. Hein, donc, Oui, tout à fait. Donc le SCOT, c'est plutôt au niveau du bassin de vie. Donc là, je vais plutôt laisser Alain Masson répondre sur cette question. Non, il n'aura pas le temps parce que ça va être chaud. Vous êtes... C'est bon, c'était ça? Fini. Oh, bah c'est formidable. Merci donc à vous, Sylvie Magan. Et puis, bien sûr, on rappelle pour ceux et ceux qui avaient une absence que les sous-marins nucléaires de Brest ne sont pas des moyens de transport collectif. Hein. Ils ont essayé, ça ne marche pas, ça va pas. Damien Carême, alors on va se tourner donc vers vous, puisque donc nous sommes très aujourd'hui, c'est formidable. On a fait un petit tour du monde avec vous, Ariella, qui prend des notes et qui va pouvoir effectivement aussi intervenir donc après comme grand témoin. Nous sommes partis bien sûr là où nous étions, donc tour du monde avec vous. Bordeaux, le Finistère, qui est donc la fin de la Terre, mais surtout pas la fin des idées, loin de là. Damien Carême, on va aller dans le Nord-Pas-de-Calais. On va aller chez vous. Vous êtes vice-président en charge de la transformation écologique et sociale, de l'environnement, de l'énergie et des transports à la communauté urbaine de Dunkerque. Là aussi, à peu près le même nombre d'habitants que pour Brest Métropole, 210 000 habitants, une vingtaine donc de communes. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est vrai que on a donc cette vision qui est tout à fait juste du Nord et du Pas-de-Calais, qui a été donc la première source, on va dire, enfin après le bois au Moyen-Âge, hein, mais la première source d'énergie donc avec le charbon, qui s'est tapé aussi toutes les pollutions diverses et variées donc, que nous connaissons et qui est très sensibilisé. Je vous le disais, à la fois sur la biodiversité, sur les problèmes donc, énergétiques. Et quand on est le premier site européen, on va dire, d'énergie fossile, qu'est-ce que l'on fait pour assurer un peu cette transition? Comment on s'y prend? On se fixe un objectif, celui de devenir le premier site européen d'énergie renouvelable. C'est un bel objectif. Ah oui. Tu disais ce matin qu'une utopie, ce n'est qu'un rêve qui n'est pas encore réalisé. C'était Théodore Monod qui disait ça. Je l'avais cité, mais c'était Théodore Monod. Fixons-nous des utopies, je pense que c'est bien. Alors, pour préparer l'intervention, j'ai bien évidemment fait comme mon homologue de Brest, vu avec les techniciens de quoi parler, en quoi on était bon, qu'est-ce qu'on avait fait en avance des autres, quels sont les projets qu'on avait. Et puis ce matin, en écoutant les interventions de Karine Dartigues-Pérou, de Gaël Giraud, puis hier celle de Jean Jouzel, il y a des choses qui m'ont fortement marqué parce que je me suis questionné sur qu'est-ce qu'on fait. Les Assises de l'énergie, 16e édition, née à Dunkerque. Quel est l'objectif de tout ça? Au-delà des Assises de l'énergie, on parle beaucoup de transition énergétique, et ce matin on a parlé de transition écologique, et je pense que la transition énergétique n'est qu'une partie de la transition écologique. Et les mots que Karine Dartigues-Pérou a dit ce matin, développer l'empathie, avoir de l'affect collectif, avoir conscience, arriver à intégrer des complexités, de la transcendance, ça résonne chez moi. Je trouvais que c'était bien cette place presque philosophique dans notre débat aujourd'hui, dans celui de Gaël Giraud après qui réinterroge le modèle de développement. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Moi j'ai pris une photo seulement qui va peut-être s'afficher, et ma motivation en tant que vice-président, elle est celle-là. Moi, j'ai pas plus ils sont mimi, nos petits de diapos que celle-là. Alors, on m'a dit qu'il y avait un petit temps de latence entre les deux. Ah, pardon, oui, qu'on l'a pas. Elle n'est pas encore affichée. Nous, on l'a, mais voilà. Alors ça, c'est Basile et Tristan, ce sont mes deux petits-enfants. Et c'est pour eux que je crois qu'on travaille. Mais que c'est pas pour les générations futures. Ils sont là. Le plus vieux a 3 ans. Et moi, je m'inquiète de leur avenir. Et je me dis, on a un ami commun, Pierre Rabhi, qui termine un documentaire, je ne sais plus lequel c'est, qui dit je voudrais pas qu'un jour mes petits-enfants me disent grand-père, tu savais et t'as rien fait. Je voudrais qu'ils me disent tu savais, t'as fait ce que t'as pu. Alors ça résonne très fort. Et qu'est-ce qu'on fait donc pour y aller? Parce qu'il est temps d'y aller. En plus à Dunkerque, alors comme à Brest, on est en bord de mer, comme à Bordeaux, on est en bord de mer, mais nous on est sur un pôle d'air, c'est-à-dire c'est de la terre gagnée par nos ancêtres sur la mer, et que on nous parle déjà donc d'inondation, de submersion marine. Le problème, il est encore plus prégnant chez nous. Tout ce qu'on vient de vivre en France, Xynthia. Je crois que c'est toi qui en parlais ce matin des coûts de la pollinisation, mais les coûts des inondations. 1 milliard d'euros, ça a été chiffré Xynthia. Celle du Var, on n'était pas loin d'1 milliard d'euros. Et je me dis, jusqu'où on va aller dans l'absurdité? Et donc, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Et pour ça, il faut taper tout azimut. Juste, pardon, Damien, petite parenthèse. Si nous ne faisons pas le boulot, tous autant que nous sommes, élus, décideurs, etc., ce seront les réassureurs qui vont le faire. C'est eux qui décideront pour nous. Actuellement,
les 15 réassureurs dans le monde, les Lloyds, les Swiss Re, les Münch Re, etc. et tout ça. Certains ont déjà commencé une cartographie donc, de la France canton par canton sur tous les risques possibles, que ce soit les risques de rétractation que l'on connaît donc des maisons, que ce soit les risques de sécheresse, d'incendie, d'inondation, le réchauffement climatique, et ce sera le premier risque de toute façon, ce ne sera pas le risque de feu, ce sera le risque de flotte, ce sera donc le risque d'inondation. C'est ça qui nous guette de plus en plus. Donc voilà, donc c'est extrêmement important. C'est vrai que dans la région de Dunkerque, où ils ont des pompes là, en permanence qui font ce qu'elles peuvent lorsqu'elles marchent, on connaît ça. Culture de polder, culture presque des Pays-Bas, mais pour eux c'est une réalité. Je vous parlais de l'île de Sein tout à l'heure, mais pour eux aussi c'est une réalité. La prochaine inondation nous annonce 450 millions de dégâts chez nous. Cool. Il faut donc qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on s'y attelle. Et ce matin, c'est pareil, car Karine disait expérimenter, expérimenter, expérimenter pour clore son propos. Je réclame le droit à l'expérimentation en tant qu'élu local. Et il faut sortir, disait-elle, des carcans trop rigides. Je trouve que la fonction publique, les marchés publics et un certain nombre sont vraiment des carcans qui nous empêchent de faire de l'expérimentation, qui nous empêchent d'aller de l'avant pour beaucoup. Il faut mettre des contrôles, je suis complètement d'accord dessus. Il faut éviter que l'argent public soit gaspillé, il faut mettre des garde-fous à tout ça. Mais on a vraiment une difficulté en tant qu'élus locaux de pouvoir... Moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont envie d'expérimenter. On a aidé, par exemple, sur ma ville, une éolienne sur axe vertical, une éolienne à voie sur axe vertical. Mais j'ai eu un mal fou parce qu'il fallait que je mette en concurrence un projet. En fait, c'était un prototype qu'on aidait à monter parce que ces deux inventeurs ont eu l'idée, mais il fallait qu'ils réalisent un prototype et personne d'autre qu'une collectivité pouvait réaliser le prototype avec eux. Donc voilà, il a fallu, ça a été extrêmement difficile de pouvoir le faire. Je pense que comme Bordeaux, comme Brest, on a tous aujourd'hui conscience, enfin les élus, enfin tous, non, il faut qu'on rame pour ramener nos collègues. Ça serait trop beau si on avait tous conscience. Mais des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, habitat et déplacement. Donc, des pluies sans eux. Comment ? Les pluies, mais sans eux. Quoi. Donc, mais voilà, le top des pluies, les SCOT aussi, qui sont en cours de révision sur beaucoup de nos territoires, englobe aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas un qui peut sortir sans englober ces domaines-là, parce que ça serait une folie de ne pas l'englober. Est-ce que vous avez des rapports Damien, est-ce que vous avez des rapports de consommation ? Parce que ça aussi, c'est drôlement important pour les élus que vous êtes. Des rapports de consommation ? Oui, de consommation d'énergie. Pas suffisamment proche. On est en débat avec EDF, on est en débat avec GRDF. Je fais un rapport maintenant que c'est dans ma délégation, les rapports de délégation, parce que nous, la métropolisation, dont c'était le thème de la table ronde, en fait, elle va rien changer pour la communauté urbaine de Dunkerque, parce qu'on avait déjà la compétence depuis 1995. Donc ça fait très longtemps qu'on s'occupait des problèmes énergétiques. Et c'est vrai que d'avoir l'observation, les éléments d'observation à l'échelle de l'IRIS, à l'échelle du pâté de maison, on en a besoin aujourd'hui. On les avait pas. J'espère que la loi sur la transition énergétique nous permettra d'avoir ces observations-là pour aller au-delà de ce que l'on peut faire comme politique. Dans le cadre de la géothermie, enfin de la thermographie et d'un certain nombre d'observations, il faudra qu'on aille contrôler les consommations réelles pour voir un peu là où ça pêche, là où il y a des passoires énergétiques dans le logement, pour confirmer tout ça et pouvoir préparer des plans d'action de la collectivité. Alors des plans d'action, on en avait, vous connaissez tous, parce que comme les assises, elles ont lieu une fois tous les 2 ans à Dunkerque, je suppose que le dispositif Réflexe Énergie, c'est-à-dire qui permet, parce que ce matin il en a été question aussi sur l'habitat privé, d'intervenir et de donner des subventions pour faire de l'isolation globale sur l'ensemble de la maison si on veut, c'est-à-dire les murs, le plafond, changer la chaudière, le vitrage, etc. Donc la communauté urbaine y est depuis un certain nombre d'années. On a décidé d'augmenter ce fonds de 50% il y a quelques mois maintenant, parce que c'est vrai que c'est bon pour la consommation énergétique, c'est vrai pour les porte-monnaies des habitants, c'est bon pour le climat, pour notre plan climat territorial, et puis c'est bon aussi pour l'emploi local, parce que derrière, c'est toute une activité économique, et compte tenu que nous, collectivités, on n'a plus forcément les moyens, compte tenu de ce qu'on nous retire, d'investir dans des bâtiments publics, et ben c'est des aides qui sont mises avec des particuliers. Et ça vient se greffer aussi à un plan sur la région Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle le plan 100 000 logements. Je crois que c'est Gaël Giraud qui parlait ce matin de banques qui sont venues pour faire des emprunts sur les collectivités. Mais là, c'est les particuliers qui peuvent emprunter auprès de 4 banques qui ont suivi ce dispositif pour faire des prêts à la réhabilitation énergétique. Ils ont maintenant, les habitants de la région Nord-Pas-de-Calais, accès à des prêts qui peuvent s'étaler sur 20 ans,
à des taux d'intérêt à 2%, c'est-à-dire comme si on achetait une maison. Et donc ça, plus les aides en place, ça permet aux gens pratiquement de ne pas sentir la différence entre leur facture énergétique et enfin la facture énergétique qu'ils auraient payée et le coût de cette réhabilitation énergétique. Je reclique, juste pardonnez-moi Damien, parce que là on voit bien effectivement le travail qui est donc effectué. Premier site européen d'énergie fossile aujourd'hui, à passer, donc ça c'est votre ambition, à un premier site, on va dire, d'énergie renouvelable. Alors comment on s'y prend là aussi? Alors par exemple, on va répondre dans quelques jours, puisque le président de la communauté urbaine qui n'a pas pu être là hier soir était avec le préfet maritime, à un appel à projet éolien offshore. Au large de Dunkerque, donc c'est aussi marqué que le territoire s'engage aujourd'hui fortement dedans, donc c'est vraiment pour nous un changement de paradigme quelque part, on se retourne des énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables, avec tout ce que ça décline derrière. On a des projets aussi d'hydrogène décarboné, de production d'hydrogène décarboné injecté sur le réseau de gaz. L'année dernière aux Assises a été signé ce projet-là qui s'appelle GRID, sur lequel on va injecter 6% d'hydrogène dans le réseau de gaz, et on va en mettre aussi dans les bus, donc faire de l'ithane pour faire fonctionner les bus, avec un hydrogène décarboné, produit avec des énergies renouvelables. Et moi, ce qui me désole, et c'est quand on dit qu'il faut sortir des carcans habituels, c'est qu'on a l'impression qu'on bouleverse tout en mettant 6% d'hydrogène dans le réseau de gaz, alors qu'historiquement, notre réseau en contenait 40%. C'est ça. Aujourd'hui, les normalisations, il faut faire des études, ça prend des années. Le projet a été passé il y a 4 ou 5 ans déjà, on en a parlé. J'ai vu une réunion il y a 10 jours avec tous les différents acteurs de ce projet-là. On en est encore à vérifier le matériel pour voir si ça marche, etc. sur le contrôle. L'hydrogène n'est pas qu'une bombe. Non mais voilà, c'est-à-dire que parce que sans arrêt c'est ça. Et je vois que le lobby des agrocarburants qui n'ont rien de bio en France, en tout cas la première génération, on fait mieux parce qu'ils sont déjà à 8% eux d'intégration dans le diesel ou bien dans l'essence. Et que dans d'autres pays, hormis anciennement notre réseau de gaz, mais à Singapour par exemple, il y a 40 ou 50% d'hydrogène dans leur réseau de gaz. Pourquoi en France, on a autant de mal à mettre dedans? Or pourtant, 80% du déficit de notre balance commerciale, c'est l'importation d'énergie. On est capable donc de produire de l'énergie en France, décarbonée, propre, dans différents endroits, même dans des lieux comme Brest où il n'y avait pas de production énergétique jusqu'à maintenant, et de trouver des finalités, de lutter contre l'intermittence des énergies renouvelables, parce que voilà, c'est du stockage, c'est de la transformation qui nous permet de... Parce que nous avons une haute administration, aussi brillante soit-elle, qui est assez mono-énergétique. Voilà. Aussi. Oui, je pense que... Pas que. Alors, je ne jette pas la pierre, mais je suis administrateur de l'Institut d'économie circulaire. Oui. Et l'économie circulaire, sur notre territoire, c'est aussi extrêmement important. La première association d'écologie industrielle française a pris naissance sur le territoire dunkerquois. Et on se rend bien compte qu'il y a des blocages dans les écoles de formation de nos cadres supérieurs, des grandes écoles, parce que l'économie circulaire ne faisait pas partie de leur formation, et qu'aujourd'hui il faut l'intégrer pour avoir une nouvelle approche et permettre sur les territoires de réaliser un certain nombre d'expérimentations, encore une fois. Alors on a un réseau de chaleur, on en parlait tout à l'heure sur le Dunkerquois, qui fonctionne déjà depuis 89, donc c'est déjà très ancien. 50% de la chaleur produite, c'est de l'énergie fatale d'Arcelor. Donc qu'on a récupéré et qui, donc, l'économie circulaire en 1989. Il n'y avait pas grand monde. Là, on va doubler le réseau. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 12 000 logements, donc 36 000 habitants, grosso modo. On va le doubler en multipliant les sources de chaleur avec notre centre de valorisation énergétique, avec nos déchets, et puis avec d'autres industriels tels que Rio Tinto qui est sur le territoire, etc. Et donc on va doubler ce réseau de chaleur-là pour faire en sorte que, on ait notre territoire qui soit en autonomie. On parlait de verdissement de l'économie aussi ce matin. Pour moi, ça fait partie du verdissement de l'industrie sidérurgique. C'est important. Elle est importante chez nous. 10 000 emplois sur le territoire, c'est pas rien. Comment on travaille à verdir cette économie? Comment on travaille un projet de captation de CO2? Et que là aussi, peut-être, quand on mélange CO2, alors je ne suis pas chimiste, on m'a expliqué, CO2 et hydrogène, on a du méthane qu'on peut aussi injecter dans le réseau de gaz. Et donc, c'est tout bête. Et du coup, notre
notre industrie sidérurgique qui génère quand même 14 millions de tonnes de CO2 par an, puisque produit 7 millions de tonnes d'acier. Quand on fait une tonne d'acier, on fait 2 tonnes de carbone. Ouais. Donc 14 millions de tonnes de CO2, comment ce carbone-là, on le capte, comment on s'en sert pour produire notre énergie, donc de baisser notre déficit de notre balance commerciale. Ça aussi, peut-être, il faudrait l'intégrer dans les coûts économiques de ce qui est rentable ou pas rentable. À partir de quand on estime la rentabilité d'un projet? Qu'est-ce qu'on intègre comme paramètre dedans? Est-ce que c'est le PIB ou est-ce que c'est d'autres indicateurs que l'on met à l'intérieur? Voilà, toutes les questions qui se posent Enfin, moi, depuis que j'ai cette délégation, il y a 6 mois, alors c'est vrai qu'avec une sensibilité particulière de ma commune sur la biodiversité, tu en parlais ce matin, ça aussi c'est en jeu, quoi. Et l'homme n'est qu'un élément de cette biodiversité. Et voilà, pour moi, c'est ça qui est important et qui... Un grand merci Damien Carême. Je précise aussi que vous avez eu avec Dunkerque l'obtention du label Citergie Gold, donc quand même le plus important, qui est quand même la preuve tangible aujourd'hui que les métropoles et les communautés urbaines sont donc l'échelon, on va dire, essentiel si l'on veut s'engager dans la transition énergétique, ce que vous souhaitez donc les uns et les autres. Non mais c'est intéressant parce que vous avez tous à peu près les mêmes problèmes, on le voit très bien, ces notions de blocage ont été dites. Moi j'ai un peu provoqué parce que c'est mon boulot de toute façon, et puis il y a comme ça aussi qu'on avance, mais personne n'a de vérité révélée, sauf évidemment qu'il faut quand même changer maintenant de paradigme. Faut changer, sinon ça va pas. Donc on est à la fois sur un côté d'un vieux monde du XXe siècle qui résiste encore, voyez, et puis un XXIe siècle qui se met en place. Donc on va se tourner de ce côté-là. Ça résistera. N'importe quelle société, à chaque fois que vous avez une rupture, on va dire surtout, j'allais dire presque idéologique, en tout cas mentale, c'est ce qui est le plus dur à faire bouger. On le sait. Les outils, on les a. On n'a pas besoin, sans jeu de mots, de réinventer des usines à gaz. On a tout ça. On a des envies qui sont possibles. Alors après, on a des lois quand même qui bloquent gentiment. On l'a très bien vu, tout le jeu qui se passe. Donc là, on ne vous apprend rien. Simplement, c'est bien d'avoir aussi les paroles des uns et des autres et de montrer que les choses se font. L'exemplarité, quand même, ça marche. Je fais parce que tu fais, parce que nous faisons. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, Ariela Mazmounji, on a peu de temps, mais face à l'éternité, on s'en fiche. Quelques mots, s'il vous plaît, quand même, par rapport à ce que vous avez noté. D'abord, moi, je connais les 3 villes. Pardon. Je connais les 3 villes, c'est une chance. C'est 3 villes patrimoniales, mais en fait 2 villes de la reconstruction et une ville de pierre, donc assez différentes dans leur problématique, puisque rhabiller des bâtiments de pierre de Bordeaux, c'est pas aussi simple que rhabiller les bâtiments de la reconstruction, même s'ils sont considérés patrimoniaux à juste titre. Alors moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que vous considériez tous les 3 que la transition énergétique était une chance, une source d'innovation. Vous l'avez démontré très brillamment, de façon très différente. Et puis tous les 3, vous avez bien montré que aborder les questions énergétiques, c'est profondément contextuel, c'est ancré dans une culture, dans une ville, dans une façon de faire, dans des climats. Encore que je n'ai pas très bien compris pourquoi à Brest, vous jouiez le photovoltaïque alors que vous avez du vent. Dans mon souvenir, il y a beaucoup de vent à Brest, et puis vous avez la mer. Alors ça, c'était une première... Oui, je y réponds très vite. Allez-y, Madame Masson. Juste, le vent, c'est... Effectivement, on a du vent, sauf que dans les territoires comme les Capucins, mettre des éoliennes, c'est pas évident. C'est mal accepté par les habitants. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'esthétique du développement durable. Pourquoi les gens détestent les éoliennes? C'est très bizarre. Ah non, Vous savez que dans les Pays-Bas, il y a un parc qui est construit autour d'éoliennes, un parc urbain, un parc de qualité. Je crois qu'il faut apprendre à faire aimer. Ah oui, non, mais notre problème, c'est qu'on n'a pas de territoire. Enfin, par contre, sur le Pays de Brest, on a des fermes éoliennes depuis déjà un certain nombre d'années. Et ça marche à peu près bien, même avec les riverains. Enfin, surtout les riverains. Sans éolienne, Cervantes n'aurait jamais écrit Don Quichotte. Oui, donc c'est pas un rejet de l'éolienne, c'est qu'on a un problème de territoire. Et accessoirement, on a aussi la problématique des radars de la Défense nationale. Ah oui, et de l'aéroport qui font qu'ils n'aiment pas trop quand les ondes se promènent. L'armée de l'air et éolienne, ça ne va pas ensemble. On a bien vu que c'était un peu compliqué. Mais faire aimer les éoliennes, c'est vraiment un sujet, ça. On devrait s'y atteler. Alors, d'autres remarques, c'est que la création des métropoles, c'est vraiment une grande chose. Et c'est un outil formidable. En fait, la réforme territoriale de façon générale et la montée des collectivités locales, c'est essentiel parce que c'est elles qui détiennent la clé de l'expérimentation. Vous l'avez bien démontré. Tout le monde a fait un appel à l'expérimentation, c'est essentiel. Et vous vous êtes tous jetés à l'eau courageusement en considérant que c'était une belle opportunité. Mais tout de même, la contrepartie, c'est que est-ce que l'habitant accepte
le retour de l'expérimentation. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, si tout ne marche pas, et tout ne marchera pas forcément, vous pouvez avoir des retours de bâton terribles. Et ça, il faut qu'on apprenne à parler avec tous les acteurs de façon à ce que tout le monde accepte les leçons de l'expérience, parce que personne ne pourra vous dire que tout ce que vous faites sur l'hydrogène, par exemple, va marcher. On n'en sait rien. Il faut bien... Moi, je trouve souvent le développement durable, ça a un côté un peu catéchisme, c'est-à-dire je crois, je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on et je me souviens qu'Alain Juppé un jour l'a dit. Je l'avais entendu dire il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis complètement convaincue qu'il faut aller dans le sens du développement durable, sauf qu'on me présente des thèses opposées et je ne suis pas sûre de faire les bons choix. Comment être éclairé? Vraiment, c'est pas simple. Et pour ça, c'est formidable que vous fassiez des expériences, parce qu'on verra ce qui marche plus ou moins bien et quelles leçons on peut en tirer. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous avez tous dépassé l'écoquartier. Ça, c'est formidable. On a surtout vu sur Bordeaux à quel point la question était abordée, mais vraiment sur tous les plans. Et ça, c'est formidable, c'est nécessaire. L'écoquartier, c'est formidable, à condition que ce soit le début d'une histoire et pas la fin. Or, souvent, c'est la fin, et c'est dommage. Ensuite, vous avez tous parlé de la lutte. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais vous l'entendiez de cette manière, c'est-à-dire la lutte contre les silos professionnels et contre les silos des outils dont nous disposons. Moi, je suis quand même frappée que dans la salle, il n'y a pas, encore une fois, je le répète, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas d'urbaniste, ou très peu, il n'y a pas d'aménageur. C'est très étrange quand même, parce qu'il faut qu'on se parle. Il y en a beaucoup, mais attendez, juste un sondage. On pourrait demander aux gens de lever la main. Moi, aménageur, urbaniste et tout ça, eh ben, alors on en a oui, d'accord, en pourcentage, c'est peanuts. Bon, ouais, pas vous, hein, vous êtes... C'est pas une dominante. Non, c'est pas 5, une dominante. Voilà, alors, vous avez parlé, je pense surtout à Brest, de l'articulation entre les outils, c'est-à-dire le SCOT, le plan climat, le PDU. Alors, bon... C'est formidable, vous vouliez le faire, mais quand même, ces procédures ne couvrent pas les mêmes territoires, ne font pas appel au même groupe de travail, donc c'est très très difficile de les articuler. Déjà, moi j'avais beaucoup travaillé sur les plans de déplacement urbain qui ont des périmètres différents des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territoriaux. Alors comment on y arrive? Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment articuler ces outils, parce que s'ils ne sont pas cohérents, je ne vois pas très bien comment on peut progresser, et surtout comment on parvient à une planification stratégique, chose que nous ont appris les Ibériques, et que fait aujourd'hui très bien New York, c'est-à-dire que les schémas directeurs doivent être accompagnés de plans d'action programmés dans le temps, avec des stratégies et qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui est secondaire. Aujourd'hui, par exemple, aux Pays-Bas, je le cite parce que j'y étais il n'y a pas très longtemps, c'est très très intéressant. À Amsterdam, donc, ils ont revu leur schéma directeur climat, énergie, urbanisme, etc. Ils ont moins d'argent. Donc ils ont dit, on va tout revoir, et qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est stratégique, par quoi on commence, où est-ce qu'on met l'argent, où est-ce qu'on met l'argent de façon massive autour des gares, où est-ce qu'on met un peu d'argent pour déclencher des choses et puis on essaie d'avoir le privé, et où est-ce qu'on déréglemente. Il y a des espaces déréglementés pour faire appel à ce que Madame m'a expliqué très bien ce matin, c'est-à-dire l'initiative sociale. Venez faire ce que vous avez envie de faire sur notre territoire, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Alors la ville donne par exemple 5 millions d'euros pour une très très grande usine à reconvertir, et puis si elle l'avait fait, ça leur aurait coûté 200 millions, 300 millions. Donc voilà, comment est-ce qu'on transforme ces outils en outils stratégiques. Ensuite, donc, vous avez parlé d'expérimentation, mais moi j'avais envie de rajouter quand même quelques petits problèmes, parce qu'on n'a pas assez parlé des problèmes auxquels vous vous heurtez. Vous vous heurtez à des problèmes financiers, vous l'avez dit Anne, c'est pas simple, et en même temps des priorités financières. Est-ce que, comme nous l'a dit l'économiste de ce matin, il faut mettre l'accent sur la transition écologique et énergétique comme levier? Mais est-ce qu'on peut faire accepter ça aux habitants ? Et comment on le fait? Donc ça, c'est un des obstacles. On a l'obstacle des silos professionnels, ça j'en ai parlé, on est très loin de les avoir dépassés. Moi, j'ai travaillé dans une collectivité, en agence d'urbanisme à Marseille, et je vous assure que c'était la bataille permanente avec les services techniques. On se haïssait, on se tapait dessus, c'est-à-dire que chacun essayait de couler le travail des autres, et malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé, ça continue. Il n'y a pas que Marseille. Hein. Ensuite, le modèle urbain. Vous n'en avez pas assez parlé les uns et les autres, c'est-à-dire tant qu'on ne met pas en cause ce modèle urbain français, de l'étalement urbain à perte de vue, on n'y arrivera pas. Alors je connais, c'est le préalable. Alors je connais votre travail à Bordeaux sur les 50 000 logements, c'est formidable, et je pense que toutes les autres agglomérations vont dans ce sens. Mais honnêtement, jouer simplement
sur la carotte et pas sur le bâton, ça ne marche pas. Il faut voir quand même qu'aux Pays-Bas et qu'en Allemagne, tous les territoires sont inconstructibles, sauf ce qu'on décide de construire. Nous, tous les territoires sont constructibles, sauf ce qu'on décide de ne pas construire. Nous sommes un merveilleux pays de dérogation, en plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un pays à peu près à 56% des propriétaires fonciers. Je rappelle juste que le prix du mètre carré en France, c'est 3 800 € si vous faites une moyenne. Si vous allez à Neuilly, si vous allez peut-être dans un coin chic, effectivement, de Bordeaux, ce sera plus, c'est normal. Mais voilà, ça c'est la moyenne. Vous avez la moyenne allemande, pas Hambourg. Hambourg, on est à 6 000 par exemple, c'est 1 800. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une culture de la pierre, c'est un constat, mais les gens aussi n'avancent pas parce qu'ils sont aussi endettés par la pierre. Une fois que vous voyez le patrimoine que nous avons les uns et les autres, à 70-75%, c'est effectivement de la pierre. Donc voilà, derrière tout ça, il y a à la fois donc, ce rêve qui continue, d'étalement urbain, on ne peut plus étaler. On ne peut plus étaler. Et donc là, oui, voie de décentralisation, etc. et tout, je vais quand même te donner ton permis parce que ceci, parce que cela. Les zones pavillonnaires en raquettes que nous connaissons très bien. Les collectivités qui sont asséchées, qui ne veulent plus tirer ni des lignes supplémentaires de tuyaux, de tout ce que l'on veut d'assainissement. Vous êtes au cœur de ce sujet-là. Voilà, donc maintenant, effectivement, c'est aussi un des cœurs du problème. Hein. Et, alors, Anne, peut-être juste un petit mot là-dessus. Je voulais juste rajouter un mot et terminer. Donc je pense aussi qu'une des difficultés pour les édiles qui sont ici, c'est de faire en sorte que le développement durable, les aspects énergétiques, les aspects lutte contre le CO2 et les gaz à effet de serre, il faut que ce soit désirable. Or en France, on a quand même une approche un peu sévère, dure, et on a tendance à considérer que c'est une punition. Si ce n'est pas un objet de désir, c'est-à-dire que si on ne fabrique pas des villes merveilleuses qui correspondent à toutes nos attentes, mais aussi qui offrent vraiment le plaisir de l'espace public, le plaisir de la proximité, le vivre ensemble, que tout ceci ne soit pas seulement une punition, mais que ce soit une autre façon de vivre qui soit agréable, plaisante et peut-être plus économique. Je pense que si on n'arrive pas à démontrer ça, on n'y arrivera pas. Ça ne peut pas être une punition. Voilà, évitons donc de parler d'écologie punitive, je dis ça comme ça. Et nous sommes des animaux de plaisir, psychiquement. C'est pas une tare, c'est une réalité. Et la vie, globalement, est un troc. C'est-à-dire que les gens sont prêts à échanger à condition qu'ils aient quelque chose en face. Je veux bien abandonner cette chose-là, mais qu'est-ce que tu me donnes de désirable aussi en face pour que je puisse abandonner ? Là, on est dans le psy, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que si on ne travaille pas sur ces réalités que nous avons tous, avec nos contradictions personnelles d'être humain, on essaye d'être plus ou moins en cohérence, on n'y arrive pas à tous les coups, on le sait parfaitement, mais c'est une des clés. Moi, je dis aux petits copains, effectivement, écolos, lorsque je les croise, tu as peut-être raison sur le fond, simplement, tu ne sais pas donner envie. Voilà, pas plus les autres d'ailleurs non plus. Donc si on n'a qu'une approche techno, ça ne marche pas. Voilà. Une fois de plus, pas d'opposition, c'est une réalité psychique. Et là-dessus, on n'a pas encore beaucoup travaillé. Alors, peut-être Anne Valric. Alors, je dis à nos petits camarades, ne vous inquiétez pas, il est 16h10. On avait commencé avec un quart d'heure de retard. Dans 7 minutes, on doit absolument terminer. Anne, je vous en prie. Je me dépêche. Simplement pour dire que le préalable qui a été indiqué, c'est-à-dire la lutte contre l'étalement urbain, on ne l'a pas dit, aucun de nous ne l'a dit, parce que pour nous, c'est le préalable. C'est évidemment au cœur de notre politique. Voilà. Donc, c'est évidemment la lutte contre l'étalement urbain. Ce qui veut dire une logique de densification, mais pas n'importe laquelle. Deuxièmement, par rapport à ce qui a été dit, c'est évidemment notre credo. Il faut comment rendre le développement durable, transition écologique, transition énergétique désirable. Il faut s'adresser d'une façon extrêmement pragmatique aux différents publics cibles et d'une façon différente. Un exemple, quand on fait le dispositif Famille à énergie positive, 3e édition à Bordeaux, dispositif de l'ADEME, 136 familles mobilisées. Quand, par le simple changement de comportement, on arrive à avoir des familles qui font 32% d'économie sur leur consommation d'énergie, font 17% d'économie sur leur consommation d'eau. Et quand on a la traduction de ce que ça représente en termes d'argent, en termes d'euros économisés, et bien entendu, tout cela avec son vivre, revenir à l'heure de la chandelle,
tout cela dans la convivialité, dans un processus d'accompagnement extrêmement sympathique, de formation d'accompagnement, eh ben voilà, on a gagné, c'est facile. Quand la ville de Bordeaux, quand Alain Juppé, alors président de la Cube, en 95, on arrive à Bordeaux, fait le tramway, lance le tramway, mais que le tramway, il est couplé avec une politique de requalification de tout l'espace public, et de grande qualité, qui est rendu aux habitants, qui se réapproprie la ville, la vie. Quand on est dans une démarche de 55 000 hectares, qu'on réintroduit la nature dans la ville, quand on fait aussi une ville belle, parce que l'esthétique, le développement durable, la transition énergétique et écologique doit être synonyme de beauté également. Patrimoine de l'UNESCO, voilà. Hein, estampillé là. Oui, non, mais pas que ça. Non, je sais bien, mais c'est parce que vous avez réussi. Je parlais tout à l'heure de réseau de chaud et de froid. Quand on est un réseau de froid et quand on réintroduit, on travaille ce qu'on fait à Bordeaux, tant pour la ville de Bordeaux que pour Bordeaux Métropole, sur les études des îlots de chaleur et de froid. Par la végétalisation, par la bioclimatisation des bâtiments, l'orientation des bâtiments, on réintroduit cette nature et que vous n'êtes plus obligé d'avoir des climatiseurs partout qui sortent sur les murs, qui sont absolument odieux. C'est aujourd'hui, pour vis-à-vis de l'architecture des bâtiments anciens et des nouveaux bâtiments, extrêmement attractif aussi. Donc c'est tout ça. Donc il faut qu'on rende désirable, qu'on donne envie et qu'elle montre concrètement les effets de la politique qui est menée et concrètement pour chacun à son niveau par rapport à ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'il a à en retenir, enfin quel est le retour sur investissement. Damien Carême. Oui, revenir juste un mot sur effectivement le modèle urbain. Moi, il y avait une réaction que j'avais notée tout à l'heure parce qu'on en avait entendu parler. J'ai été démarché par un gros groupe, un gros constructeur qui était chargé par EDF de construire des lotissements pour loger les cadres de la centrale nucléaire. Ils doivent être dans un rayon de 30 km, ils doivent avoir un quart d'heure de route maximum pour se rendre à la centrale. Mais le modèle qu'ils m'ont donné, avec lequel ils sont venus me voir, c'est un modèle de 17 logements à l'hectare. Oui. 17 logements à l'hectare. Donc forcément, je ne vais pas mettre chez moi en ville. Donc ils vont aller à la campagne, à moins d'un quart d'heure, faire du périurbain. La deuxième question sur le donc ça veut dire qu'il y a aussi les grands... Nos grands groupes, j'allais dire, qui doivent aussi s'intégrer dans cette démarche. Le deuxième, c'est il faut absolument qu'on mène des politiques foncières. Qu'est-ce qui fait qu'on en est à ce modèle urbain-là aujourd'hui? C'est qu'on n'a pas maîtrisé le foncier en France dans les centres-villes. Donc les populations intermédiaires, elles sont allées dans le périurbain faire de l'entre-soi avec leurs petites maisons dans la prairie. Et les autres, qui n'avaient pas les moyens, sont dans les banlieues. Je suis président d'une association des maires de villes et banlieues. Partout, ça crame en France. C'est des collègues maires et on s'est réunis en association. Avec les événements de Charlie, on est interrogé autour de ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça? Mais ça fait partie des conséquences, on assume des conséquences d'un certain nombre de politiques publiques qui ont été défaillantes pendant des années. Et la transition énergétique ou la transformation, elle est globale, elle n'est pas qu'énergétique, elle est vraiment à tous les niveaux qu'elle se situe. La maîtrise du foncier, j'en parlais, et la fiscalité locale. Le maire du petit village qui va ouvrir des lotissements de petites maisons, parce que lui, c'est une recette fiscale pour lui. C'est ce qui lui permet d'avoir des projets dans sa commune et d'aller dans la réélection. Tant qu'on autorisera de vendre des terres agricoles pour faire autre chose que de l'agriculture et de nous nourrir sainement, on sera dans cette logique un peu où on tournera en rond malgré tous les efforts que peuvent faire les villes pour être attractives, remettre la nature en ville, effectivement les rendre désirables pour densifier la population, etc. Donc elle est vraiment... l'énergie, c'est beaucoup plus que l'énergie, c'est très transversal comme thématique. 8000 communes en Allemagne de mémoire, à peu près 1000 à 1500 en Grande-Bretagne. Les tailles ne sont pas les mêmes, je vous l'accorde. 36 300 ou 500 communes donc, en France, dont 20 000 de moins de 500 habitants. Cherchez l'erreur. Voilà, je vous en prie. Monsieur Bassot, un tout petit mot peut-être aussi? Oui, je partage tout à fait ce que m'ont dit les collègues. On est Brest, territoire bord de mer. Donc on est confronté à des habitants qui vont à 20 km, qui sont au bord de l'eau. Ils ont une maison agréable, 1000 m² de terrain. Et nous, à côté de ça, on peut se battre que sur 300 m², 400 m², en mitoyenneté, alors que là, le propriétaire fait le tour de sa maison chez lui. Donc on est vraiment, effectivement, dans des problématiques que seul le SCOT, dans ces cas-là, le SCOT peut amener à une réflexion de nos collègues des communes périphériques et aussi à faire prendre conscience que ce n'est pas en urbanisant leur commune
qu'ils trouveront les solutions à leurs problématiques. Parce qu'après, on a à gérer les déplacements tous les jours, déplacements, et c'est un souci parce que bien sûr, chacun se promène avec sa voiture. Plus de 40% du problème, c'est le pétrole. Donc, arrivé à Brest, il faut gérer les voitures. Et puis après, problème d'organisation familiale. Oui, les enfants, il faut, quand ils sont à 25 km des cinémas, des sports, etc. Donc tout ça, ça crée effectivement des frustrations. Par contre, les gens ont leur maison. Et ça, c'est un problème. Bon, enfin, un problème. Bien français que vous connaissez par cœur comme souci. À côté de ça, donc on a tenté de vous rendre un petit peu, enfin vous le savez, mais de rendre un peu désirable, on l'espère en tout cas, faire la ville ensemble. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on est là, on est sur une bascule, on le sait les uns les autres. Il est 16h18 en langage, parce qu'avant une époque, moi j'étais né à une époque où on disait les 4h15. Ben non, il est 16h18. Alors donc, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite de cette manifestation. Demain matin, il y aura un grand forum avec plein de monde. Il y en a trop, mais c'est pas grave. On fera avec quand même. On va remettre les prix. Ben oui, c'est vrai qu'il y en a une flopée, ça va être dément. Après, on remettra les grands prix de l'ADEME aussi. Entre-temps, vivez, voilà, faites-vous plaisir, rencontrez-vous les uns les autres, les ateliers, Ce soir, il y a la fiesta. Là, oui, ça, ce soir, donc il y a la méga teuf. Donc c'est à quelle heure? C'est à 20h30. Jusqu'à 22h30. On va donc vous permettre de louper le journal de TF1, ce qui est une bonne nouvelle. Et donc c'est au H14. H14. Vous allez voir, alors ça fait partie ça aussi de la réhabilitation de Bordeaux, qui pendant des années, mais comme beaucoup de villes, a donc tourné le dos à son fleuve. Là maintenant, il y a une ouverture donc de nouveau sur le fleuve. Bon, le port, ils l'ont perdu parce que les dockers, etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais parce que c'était un peu ça quand même l'idée. Mais donc Paris s'est rouvert aussi, mais déjà depuis un certain temps. Lyon se rouvre aussi sur son fleuve. Là, on se rouvre donc sur cette merveilleuse Garonne qu'à une époque on traversait à pied sec. On verra plus tard. En tout cas, pas sur Bordeaux. Le H14. Rendez-vous 20h30. Donc ce soir, on est tous ensemble et puis on va se lâcher aussi. On vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.